Bonjour et bienvenue pour cette controverse. Comme vous le voyez, je prends mon temps pour faire cette présentation puisqu'on attend un troisième intervenant. Et donc je vais prendre encore un peu plus de temps pour dire voilà, nous avons ce soir une discussion sur cette querelle et sur ce débat sur le BDS. À vous voir, je sais bien que chacun connaît parfaitement le sujet, donc c'est vraiment une réflexion sur ce que ça peut signifier. Et nous avons donc David Chebla qui a sa position au nom de J-Call et qui interviendra en dernière position. Taoufik Tahani va intervenir en premier pour donner aussi sa position. Et puis Antoine Comte, ici même, ne devrait pas tarder et interviendra en deuxième position avec évidemment de son point de vue l'analyse plutôt juridique, je suppose, puisque je ne l'ai pas encore vu là. Voilà. Donc maintenant nous avons un dilemme, même si je vais lentement pour m'exprimer, nous avons un dilemme. Est-ce qu'on commence tout de suite ou est-ce qu'on attend encore 2 minutes ou 3 minutes, Antoine Comte? Je vous propose qu'on attende encore 2-3 minutes. Et puis sinon, eh bien, comme vous êtes tous là, je pense que Taoufik, tu pourras commencer, sachant que, comme d'habitude, nous avons... on va donner un quart d'heure à peu près à chacun, et qu'après, bien entendu, le débat est complètement ouvert. Écoute, merci déjà pour l'invitation. Merci, je crois, à Dominique Vidal qui a eu cette idée. Et dès qu'il me l'a proposé, j'ai dit, ça serait bien qu'il y ait un débat controverse. Et c'est moi qui ai donné ton nom, vous savez, parce que je n'arrive pas à discuter avec Pasquier, ni Kuckerman, ni, comment il s'appelle l'avocat Godnader. Donc c'est un débat qui traverse, je crois, toutes les sociétés occidentales, qui devient de plus en plus important. Et ce débat cristallise plutôt le débat d'une façon générale sur la question ou le conflit israélo-palestinien. Donc rappelons d'abord, même si je sais que je suis face à un public de connaisseurs, l'historique un petit peu du mouvement BDS, boycott des investissements sanctions. Donc ça a débuté, c'est un appel qui a émané de la société civile palestinienne en 2005, un an après l'avis donné par la Cour internationale de justice qui considérait le mur comme étant illégal et qu'il fallait démanteler le mur. Donc, bien sûr, 2005, c'est une date qui est très très importante. Nous sommes après la deuxième intifada, l'écrasement de l'intifada, etc. Et donc, une société palestinienne qui était laissée à l'abandon avec, en regardant ces terres expropriées et puis les colonies multipliées d'une façon drastique. Donc, appel qui émane de la société civile palestinienne, plus de 150 associations, organisations, syndicales, étudiantines, partis politiques, etc., etc. C'est-à-dire, on peut dire, l'unanimité des forces palestiniennes qui étaient justement derrière cet appel. L'autorité palestinienne, ou plutôt l'OLP, elle a mis du temps justement à appuyer le mouvement d'une façon vraiment puissante. C'est-à-dire la décision du Conseil central de l'OLP n'a été prise qu'en mars 2015, de faire du BDS une arme citoyenne importante, non violente. Mais également les Arabes ou les Palestiniens d'Israël, qui étaient un petit peu réticents parce qu'ils sont quand même des citoyens israéliens, mais la question elle a évolué et nous avons vu par exemple l'interview de Ayman Odeh, qui est le chef de la liste judéo-arabe à la Knesset, qui a dit que par exemple le boycott des produits des colonies, c'est une question morale. Il faut la faire. Bien sûr qu'il est contre le boycott des Juifs et Israël, mais ça je pense que personne ne le fait. Quels sont les objectifs en fait de cette campagne boycott des investissements sanctions? Parce qu'on lui fait dire énormément de choses qui ne correspondent pas à la réalité. En fait, c'est résumé en 3 points, qui est la fin de l'occupation israélienne de 1967, ça veut dire qu'ils ne remettent pas en cause Israël,
ce qui inclut le démantèlement des colonies de Cisjordanie et la destruction du mur. Le deuxième point, la fin du système israélien de discrimination juridique à l'égard des citoyens palestiniens d'Israël, système qui correspond aux critères de l'apartheid tels que définis par l'ONU. Et puis le troisième point, c'est l'autorisation pour les réfugiés palestiniens chassés en 1948 et en 1967 de regagner leur domicile ou leur région d'origine dans le cadre des résolutions de l'ONU et plus particulièrement la résolution 194 sur ce point. Donc c'est clairement une arme citoyenne pour favoriser l'application du droit, et uniquement le droit. Il n'y a aucune remise en cause d'Israël, ou de l'existence d'Israël, mais par contre, il y a une volonté farouche de la défense des droits nationaux du peuple palestinien tels qu'ils sont internationalement reconnus. Donc, cette question, elle a posé problème à plusieurs courants de pensée, j'allais dire. Et il y a parmi ceux qui critiquent cette action citoyenne non violente, j'allais dire deux tendances. Une, je crois qu'il faut qu'on l'oublie tout de suite. C'est pas la peine qu'on en parle, c'est celle par exemple conduite par le CRIF ou Emmanuel Valls, par exemple, qui ont simplifié le dictionnaire en mettant à égalité antisionisme, antisémitisme, haine de juifs, volonté de détruire Israël, la haine d'Israël, etc. Bon, c'est tellement un amalgame qui n'est absolument pas sérieux que je crois que ça ne peut pas être l'objet quand même d'une discussion dans un lieu qui est prestigieux comme celui où on se trouve ici, Guilhem. Et il y a les autres, que je dirais, ils ne sont pas forcément de mauvaise foi, mais je pense qu'ils se trompent ils se trompent énormément dans leur critique. Parmi les choses d'ailleurs qu'ils reprochent, c'est on ne peut pas faire la comparaison avec l'Afrique du Sud parce que ce n'est pas une demande de vraiment tous les Palestiniens, comme ça a été le cas par exemple pour l'Afrique du Sud, où c'était une demande de boycott qui a été exprimée par l'ANC. Comme je l'ai démontré tout à l'heure, je crois toutes les fractions du peuple palestinien, société civile, OLP, ou même les Palestiniens d'Israël, ils sont pour le BDS. Il y a l'autre argument en fait qui dit mais en fait pourquoi Israël, pourquoi pas d'autres pays, parce qu'il y a des situations beaucoup plus graves, la Syrie par exemple. La question, la réponse elle est très simple, c'est que tous les pays justement ils sont pénalisés par la communauté internationale quand ils ne respectent pas le droit international, sauf le cas d'Israël. Quand il y avait par exemple l'invasion de la Crimée ou l'annexion par la Russie, c'est immédiatement, c'est 2 semaines après, où l'Union européenne elle a pris des décisions pour boycotter, interdire les produits par exemple en provenance de Crimée. Et il n'y a que Israël qui bénéficie justement de cette impunité qui est scandaleuse. Il y a un autre argument qui est celui de mais le boycott, il peut affaiblir le camp de la paix en Israël, c'est-à-dire il va pousser la population israélienne à se regrouper autour du chef, de Netanyahou, de l'extrême droite. Mais en fait, avant 2005, il y avait ce glissement déjà à droite de la population israélienne, qui était exprimé par ces différents votes en faveur de cette droite ou extrême droite qui ne cesse de se renforcer. Donc je dirais plutôt au contraire. Je pense qu'une action citoyenne internationale de boycott des investissements sanctions, elle ne peut que aider justement ce camp de la paix parce que la société israélienne, elle va être enfin confrontée à une certaine réalité, c'est-à-dire qu'elle est une société comme les autres. Et il faut que ces dirigeants, quand ils font une bêtise, il faut qu'ils soient sanctionnés, comme d'ailleurs les autres. Et puis il y a un point qui est très important qui dit en fait, mais en visant Israël, on va participer à la stigmatisation
qui peut conduire vers un antisémitisme. Je dis plutôt c'est le contraire qui risque de se passer. C'est l'impunité accordée à Israël qui peut favoriser la montée de l'antisémitisme. Et justement, le fait qu'on laisse le CRIF ici en France, ou bien Netanyahou, parler au nom de tous les juifs du monde entier, c'est ce qui expose justement ces juifs, plus particulièrement par exemple, nous sommes en France, nos compatriotes juifs ici en France, à un certain antisémitisme. Or, si la question a été traitée d'une façon qui respecte le droit international, je crois que ça aurait pu aider à apaiser la question. Quant à nous, à la FPS, nous sommes extrêmement clairs. Vous pouvez voir sur notre site, c'est une chose que nous ne tolérons jamais et nous mettons toujours une barrière entre la question de la lutte pour le respect des droits nationaux du peuple palestinien tels qu'ils sont universellement reconnus, et puis les dérives qui peuvent avoir lieu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on choisit par exemple une cible, on l'a fait selon 3 critères. Le premier critère, c'est que ça soit quelque chose de facile à expliquer. Je parle de cible de boycott par exemple, ou des investissements, que ça soit facile à expliquer, qu'on puisse rassembler le maximum de mouvements autour de cette revendication, et puis troisièmement, qu'on ait des chances de gagner cette bataille. Et c'est ce qui a permis, même si on n'est pas, mais je crois que ça c'est, on n'est pas très bon sur le boycott ici en France, si vous voulez. Ça c'est, le boycott c'est une tradition qui est anglo-saxonne, c'est pas une tradition française. Mais nous avons quand même pu réaliser des choses au niveau du désinvestissement. Des fois, ça nous a coûté hyper cher. Sur la question, par exemple, de Veolia et Alstom et leur implication dans le tramway de Jérusalem. On a perdu sur le plan juridique. Mais on a gagné politiquement parce que Veolia, elle s'est retirée complètement d'Israël. Mais je crois que l'une des plus grandes victoires, d'ailleurs, qui a peut-être poussé les dirigeants israéliens à devenir complètement hystériques, c'est la question de France Télécom Orange, qui était présente via la société partenaire, ou un partenariat avec la société de télécommunications partenaire israélienne, qui utilisait la marque Orange, qui rapportait strictement très peu de choses à la société France Télécom Orange, mais qui donnait une très mauvaise image de cette entreprise. Parce que Partner, elle est présente dans le territoire palestinien, où elle dispose de 176 antennes sur des terres appartenant à des Palestiniens qui leur ont été confisquées. Et puis, je dirais un point qui est très important, il me reste combien? 1 heure sur les 2 heures? Disons 5 heures, ça te va? 5 heures. Non, c'est bon, je suis dans les temps. 5 minutes. J'ai 5 minutes. Donc, un point qui est très important pour... je crois qu'il faut qu'on essaye de développer, c'est de parler de la responsabilité de la communauté internationale. Parce que si Israël avait été traité de la même manière que les autres pays, s'il y avait par exemple l'application de ce qui a été voté par l'Union européenne en 2002, par le Parlement européen, sur la question de la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, s'il n'y avait pas des cadeaux offerts aux Israéliens par les pays occidentaux, il n'y aurait pas ce boycott. Pour une raison très simple. C'est que lorsque les dirigeants, lorsque les gouvernements ils font leur travail, les citoyens, ils sont satisfaits, et puis ils ne sortent pas vraiment, ils ne développent pas un outil qu'eux, ils considèrent comme essentiel pour peser sur les choix de leur gouvernement. Un exemple vraiment très très simple, c'est quand il y avait la Deuxième Guerre du Golfe, il y avait des manifestations gigantesques aux États-Unis, en Angleterre. Les manifestations en France, elles n'étaient pas vraiment très très importantes, parce qu'il y avait le discours de Villepin, parce qu'il y avait Chirac qui avait refusé vraiment l'application de la France, etc. Donc parce que les citoyens, ils avaient considéré que la France, elle avait une politique qui correspondait à leurs aspirations.
Et puis il faut agir ici sur le plan national, français, parce que on nous parle souvent de... Mais à chaque fois que vous parlez de boycott et tout, etc., vous êtes en train d'importer le conflit. En fait, qui c'est qui importe le conflit? Je vais vous donner quelques exemples des actions du CRIF. Mais il faut que je retrouve ma feuille. Bon, je pourrais les dire de mémoire, si je ne le retrouve pas. Bon, je n'ai pas retrouvé. Donc il y avait une exposition à la Maison des Métallos sur les checkpoints, sur Gaza, etc. En décembre, janvier 2015-2016. Le CRIF qui a demandé à la mairie de Paris d'arrêter cette exposition parce que cette exposition, elle peut provoquer des troubles à l'ordre public. Bon, pour cette fois, la maire de Paris, elle n'a pas reculé. Il y avait, dans la foulée, une intervention auprès de Art Cultural, je crois. Art Curial, pardon. Donc, il devait faire une exposition vente caritative en collaboration entre Libération et Reporters sans frontières. Là, c'est l'ambassade d'Israël qui intervient et qui force justement les organisateurs plutôt à abandonner. Et depuis quand c'est une intervention d'un pays étranger qui fait la loi sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire? Il y a tout récemment le résumé d'un film palestinien qui est passé à Cannes, et le CRIF qui est monté au créneau pour dire il ne faut pas qu'il passe, c'est sur Munich, un récit palestinien sur ce qui s'est passé à Munich, avec la prise d'otage de l'équipe olympique israélienne. Roger Kerman n'a pas vu le film, il n'a pas vu le film d'ailleurs, il n'était pas fini, il n'est pas encore, il n'est toujours pas fini, et il voulait l'interdire, et il a crié, il crie toujours sur leur site, comme quoi ils ont obtenu l'interdiction du film, ce qui est absolument faux, parce que le film n'est pas fini, il devait y avoir une programmation d'un résumé, cette programmation, elle a bien eu lieu. Et puis il y a toutes les attaques contre, par exemple, les municipalités qui font de Marwan Barghouti citoyen d'honneur. Et là, en collaboration, malheureusement, avec les préfets et puis les tribunaux administratifs. Donc, qui c'est qui importe ici le conflit en niant ou en empêchant toute solidarité avec le peuple palestinien? Et on s'étonne après qu'il y ait des réactions qui peuvent être des réactions, bien sûr, déplacées, mais à mon sens, il faut vraiment qu'on désigne qui sont les vrais coupables. Et je crois que tous ceux qui essayent de parler au nom de la communauté juive ici en France, tous ceux qui essayent de l'impliquer pour supporter la politique israélienne, ce sont ceux qui portent vraiment la responsabilité d'une montée de l'antisémitisme. Je finis par un dernier exemple que je trouve choquant. C'est la tenue d'une réunion, je crois en février 2016, à Jérusalem, une réunion secrète de ce qu'on appelle les 150 personnalités les plus influentes juives à travers le monde, pour contrer le BDS, le Code des investissements sanctions. Ça veut dire qu'il considère que tous les juifs du monde entier, en tout cas au moins les personnalités les plus influentes, sont comptables de la politique criminelle qui est celle des dirigeants de l'extrême droite israélienne, sachant que cette politique, elle est de plus en plus critiquée, y compris au cœur même du pouvoir, comme par exemple ces deux dernières phrases qu'on a entendues, une du chef d'état-major adjoint qui a dit qui compare la situation en Israël maintenant à celle de l'Allemagne des années 30, ou bien celle de Ehud Barak qui dit qu'Israël porte maintenant les germes du fascisme, sachant que de toute façon, il a oublié qu'il a participé beaucoup à l'installation de ces germes. Merci.
Bien, je te remercie. Donc, on avait, bienvenue en fin de compte. Désolé de mon retard. Non, non, on vous On attendait. est passé de l'autre côté. Rue des Carmes en bas. Oui, Basse rue des Carmes. Mais depuis, on est monté. Donc, on n'est plus basse des Carmes, on est rue des Carmes. Donc, on avait comme scénario un quart d'heure chacun, ou 2 heures si vraiment vous avez beaucoup de choses à dire. Et on suggérait de parler en deuxième, si vous voulez bien. Oui, oui. Et ensuite, David Chamla prendra la parole. Donc, je vous laisse la parole pour un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Alors en fait, je suis avocat et on va donc aborder des questions juridiques. Est-ce que ça marche? C'est bon, si vous mettez bien, c'est bon. Alors, en fait, je ne devrais pas être là. Je ne vois pas pourquoi un avocat doit intervenir dans un débat politique, dans une divergence politique, dans une controverse politique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'il y ait des gens en faveur du boycott des produits israéliens ou des gens contre le boycott des produits israéliens, ça ne devrait pas être une question judiciaire. Pourquoi est-ce que ça devient une question judiciaire? Est-ce que vous avez vu des questions judiciaires lorsque certains ont appelé au boycott de la Chine, je crois au moment des Jeux Olympiques, au sujet du Tibet? Est-ce que vous avez vu des controverses juridiques et judiciaires lorsque d'autres ont appelé à n'importe quel boycott qui va de la Russie à cause de la Tchétchénie, en passant par la grande époque le boycott de l'Argentine, du football de l'Argentine, du mondial de football en Argentine? Est-ce que vous avez vu des controverses et des débats judiciaires et des sanctions pénales? Eh bien, non. Et moi, je trouve que si un avocat intervient aujourd'hui, ou des avocats interviennent aujourd'hui dans cette controverse, je le dois à la bêtise, si je puis me permettre, mais sans méchanceté aucune, à la bêtise de ceux qui ont décidé, non pas simplement de dire qu'il ne convient pas de faire le boycott des produits israéliens, mais qui viennent contester le boycott en soi. Et je crois qu'il faut bien comprendre que nous sommes là sur une question qui dépasse largement le conflit israélo-palestinien, les points de vue des uns et des autres sur cette question qui est centrale, on le sait, dans un certain nombre de régions du monde, et on aborde une question qui est au cœur de libertés fondamentales. Et alors, je suis quand même étonné qu'on ne mesure pas deux choses dans le boycott. Alors, on a commencé par avoir, sans procédure, il faut le rappeler quand même, les parquets qui sont, comme dans ce pays, maîtres des poursuites, comme vous le savez, en ont foutu à la poubelle, si je puis me permettre, à peu près 80% ou 70%, mais on a eu 100 plaintes pénales portant sur l'appel au boycott des produits israéliens. On n'avait jamais eu de précédent pour aucun boycott. Et la stupidité, si je puis me permettre, de mes adversaires sur ce point, ou disons le manque d'intelligence judiciaire et juridique et le manque de tactique, ça a consisté à poser un problème qui dépasse largement la question israélienne pour aborder des questions de liberté fondamentale. Parce que dans le boycott, il y a deux questions de liberté fondamentale. Il y en a une qui est évidente, parce que les poursuites se sont faites sur la base de la loi sur la presse. Donc qui dit loi sur la presse dit liberté d'expression, ou au contraire, infraction à la liberté d'expression. Donc on est sur un terrain d'une liberté constitutionnellement garantie et conventionnellement garantie. Je vous rappelle notre distinction en droit français depuis maintenant quelques dizaines d'années, que à la fois vous avez des garanties constitutionnelles et vous avez des garanties liées à la Convention européenne. De sorte que, si vous avez une infraction à la Convention européenne en droit interne, vous pouvez porter l'affaire devant la Cour de Strasbourg. Donc ça, c'est l'aspect liberté d'expression qui a été mise en cause à travers le boycott sur la question des produits israéliens. Mais vous avez une deuxième affaire qui, pour moi, est presque plus importante dans le boycott. On souffre, voire on meurt, et on le voit dans les rues ces jours-ci, de l'absence de participation des citoyens au débat, mais à tous les débats. 49.3, vous le savez, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, c'est pratiqué à droite, à gauche, dans toutes circonstances et sur des sujets différents, et par conséquent, il y a une non-participation des citoyens à la vie politique française, abstraction faite de tous les 5 ans au vote, ou un peu plus souvent pour les élections régionales, ou un peu plus souvent pour les élections municipales, etc. Je crois que c'est Alain qui disait
le suffrage périt dans l'acclamation. Et donc, la formule me semble assez juste. Le citoyen français, et dans les démocraties c'est souvent le cas, il n'y a pas qu'en France, le citoyen français a peu de participation, finalement, dans l'intervalle des élections. Et en plus, comme il n'y a pas de mandat impératif, mais ça c'est mon dada de la Révolution française, il y a un mandat représentatif pour les gens qui sont élus, ce qui font qu'ils sont aucunement tenus de respecter les promesses qu'ils ont faites pour être élus. Donc, le boycott est une forme de participation des citoyens à la politique étrangère. Et ça, pour moi, c'est central. Alors, c'est une question de liberté de la presse, je le disais tout à l'heure, parce que en face, ils nous ont attaqué sur cette question en voulant criminaliser la question de l'appel au boycott, mais c'est une question fondamentale de démocratie. Je trouve extrêmement sain que dans une démocratie, les citoyens interviennent dans les débats internationaux, prennent position dans les débats internationaux, soit par des manifestations de soutien, on l'a dit tout à l'heure, comme le disait Théophile, il n'y a pas eu beaucoup de manifestations lors de la deuxième guerre du Golfe, mais souvenez-vous de la première. Souvenez-vous de la première, les manifestations étaient massives, non seulement en France, mais également dans d'autres régions d'Europe, et pourtant la France y a participé avec le résultat catastrophique qu'on sait pour toute cette région. Donc, l'intervention des citoyens dans la politique à travers notamment le boycott me semble centrale. Et si j'interviens comme ça pour essayer d'expliquer en quoi c'est inapproprié démocratiquement qu'une question comme le boycott, quel que soit l'objet du boycott, puisse se retrouver devant les juridictions pour sa défense, eh bien c'est parce que quand vous regardez les décisions des juridictions françaises, eh bien vous voyez de toutes ces affaires que nous avons eues, des décisions qui disent exactement ce que je dis. Et alors, c'est gentil, parce que là je vais tout sortir. Je vais essayer de retrouver mes notes comme Théophile ne l'a pas fait tout à l'heure. Alors, les juridictions françaises n'ont pas cessé de donner raison, ou de donner tort, aux personnes qui étaient poursuivies devant les juridictions pour provocation à discrimination, donc c'est-à-dire l'appel au boycott. Ça n'est plus simplement une question de liberté d'expression, ça devient une infraction particulièrement attentatoire à l'honneur, puisqu'on dit les gens, à travers l'appel au boycott de produits, font de la discrimination à l'égard de personnes, et ces textes sur la discrimination, je vous le rappelle, ce sont les lois Pleven qui sont intervenues en 1972 pour qu'on protège contre le racisme, contre et toute attaque contre un groupe de personnes à raison de leur race, leur religion, etc., etc. Voilà comment des gens qui se battent pour que des produits soient boycottés avec leurs moyens, des appels, des réunions dans des grands magasins, des caddies qu'on remplit ou ne remplit pas. Voilà comment des gens se retrouvent devant des juridictions pénales accusés d'une infraction qui est profondément attentatoire à leur honneur et à leur considération, et qui consiste à dire que vous êtes des racistes et vous faites de la provocation à la haine raciale. Enfin, il faut quand même, c'est fort de café. Et là, on est au cœur de ce débat qui explique pourquoi, parce que je suis bien obligé de vous rendre compte. Je vous rends compte que les décisions françaises des juridictions ne passent leur temps à dire, eh bien non, on ne peut pas poursuivre les gens pour cela, ou au contraire, on peut poursuivre les gens pour cela. Et c'est l'explication que nous trouvons à travers l'ensemble des juridictions. Alors, des décisions de juridiction. Alors, je vais vous en donner quelques-unes pour que vous compreniez. Vous avez d'abord une décision qui est intervenue à Paris. Il faut comprendre que la cour d'appel, le tribunal de Paris, est une juridiction qui est considérée comme extrêmement importante en matière de droit de la presse. Et la cour d'appel de Paris est intervenue sur... J'étais présomptueux parce que je ne retrouve pas plus mes notes que lui. Si, je vais y arriver. Moi, j'ai commencé par cœur. Mais à force de en avoir tellement, on finit par oublier. Alors, il y a cette décision de Paris qui est extrêmement importante puisqu'elle dit clairement le texte visé à la prévention, donc c'est la prévention, c'est l'accusation, hein, on va parler en français parce que parfois on ne parle pas en français dans nos décisions. Le texte visé à la poursuite, donc l'article 24 de la loi sur la presse, ne saurait avec le degré de prévisibilité exigé par les normes
conventionnelle et constitutionnelle être invoquée. Vous voyez, on se réfère à chaque fois à la Convention européenne et à la Constitution. Donc ce texte de répression, l'article 24, pour lequel les gens ont toujours été poursuivis, ne saurait être invoqué pour interdire en tant que tel l'appel invitant à une certaine forme d'objection de conscience que chacun est libre de manifester ou pas, dépourvu de toute contrainte susceptible d'entraver la liberté des consommateurs, lancé par des organisations non gouvernementales, ne disposant d'aucune prérogative de puissance publique, à ne pas acheter des produits provenant de tel pays déterminé en guise de protestation morale contre la politique de cet État. Voilà. Voilà à quoi les bêtises tactiques et stratégiques des adversaires du boycott des produits israéliens ont abouti. Ils ont abouti à ce que, c'est très bien d'ailleurs, les juridictions françaises rappellent les droits fondamentaux. On a le droit d'avoir de l'objection de conscience, on a le droit d'appeler à critiquer tel ou tel pays sans que cela constitue une infraction. La Cour d'appel de Paris a donné raison à ce jugement. Vous savez qu'il y a le jugement du tribunal, il y a la Cour au sup et la Cour de cassation. Et puis la Cour de Paris a dit la critique pacifique de la politique d'un État relevant du libre jeu du débat politique qui se trouve au terme de la jurisprudence de la Cour européenne, au cœur même de la notion de société démocratique. Voilà. Alors nous avons des décisions contraires, évidemment, parce que selon que vous êtes jugé à Paris ou à Tours, on ne sait jamais ce qui se passe. C'est le problème de la... Mais vous avez beaucoup de décisions qui vont dans ce sens-là et d'autres décisions qui décident que finalement c'est une discrimination d'appel au boycott. Et donc vous avez eu, à cause de cette variété de décisions, à un moment, la Cour suprême qui, ce qu'on appelle nous la Cour de cassation, la Cour suprême qui a dû trancher entre ces différentes positions et expliquer pourquoi, dans un cas, on pouvait dire que le boycott était une critique normale de la politique d'un État parfaitement interdite du moment, parfaitement autorisée du moment qu'elle n'était pas interdite par le recours à des violences ou à des choses comme ça, et d'autre part, d'autres décisions disant exactement le contraire, qu'il s'agissait là d'une forme de discrimination à l'égard des producteurs israéliens, comme si on n'avait jamais parlé des producteurs israéliens d'ailleurs, dans l'appel au boycott des produits, sachant en plus, on ne va pas rentrer dans les subtilités, mais qu'il y a un éventail d'objectifs dans le boycott, et qu'en particulier, il y a tout un courant de ceux qui sont en faveur du boycott, qui appellent au boycott de produits venant des territoires occupés, alors que d'autres peuvent appeler au boycott de l'ensemble des produits, venant des territoires occupés, et je vous rappelle que à la fois les conventions de Genève qui interdisent l'exploitation des richesses d'un pays occupé s'opposent à ce qu'on puisse fabriquer des produits et les vendre à l'étranger au détriment des populations locales, et vous avez toute une série naturellement de résolutions du Conseil de sécurité, je ne vais pas vous les rappeler, ou de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui sont une longue litanie de choses qui contestent la politique israélienne à la fois dans les territoires occupés et même à l'intérieur d'Israël, et qui sont restées lettres mortes, d'où l'appel de la société palestinienne au BDS. Alors, la Cour de cassation a tranché. Bon, la Cour de cassation a tranché en disant, bon voilà, c'est une discrimination, ils ont raison, on a discriminé les producteurs israéliens, on ne sait pas lesquels, mais on a discriminé les producteurs israéliens dans telle affaire, et donc c'est apparemment la position centrale de la Cour de cassation, étant observé quand même, il faut le savoir parce que c'est important, que le rapporteur de la Cour de cassation, qui est donc celui qui donne son point de vue en droit sur la question juridique soumise à cette Cour suprême, était entièrement de, je dirais, notre côté, c'est-à-dire c'est la liberté d'expression, c'est une forme de critique non violente d'une politique d'un État, elle est acceptable, parce que c'est un critère central pour la Cour européenne, elle est acceptable dans un système démocratique, et justement, dans un système démocratique, on doit pouvoir tolérer des opinions contraires. Et donc, voilà pourquoi nous sommes à la Cour européenne aujourd'hui. Donc l'ensemble de cette affaire est maintenant soumise, puisque je vous disais qu'il y a cette distinction entre le droit interne et le droit conventionnel européen, nous sommes devant la Cour européenne. Alors, tout ça pour vous dire que tout ça aurait pu être évité. À la fois les décisions qui sont régressives par rapport à notre droit de la liberté d'expression, parce qu'il y en a un certain nombre qui ont condamné des militants, et à la fois
bon, même si on est content des rappels positifs qui sont faits dans le sens inverse pour cette liberté d'expression, tout ça aurait pu être évité, parce que je ne vois pas pourquoi on vient criminaliser des militants qui appellent au boycott, uniquement quand il s'agit de la question israélo-palestinienne. Et c'est vrai que l'ensemble des associations qui se constituaient partie civile sont des associations consubstantiellement liées à la politique israélienne, consubstantiellement liées à certains de ces organes extrêmement précis, et qui avaient là un intérêt qui leur était propre à faire interdire et à criminaliser les mouvements. Vous savez, comme moi, que criminaliser un mouvement social, quel qu'il soit, ça aboutit toujours à des désastres. Mais quoi qu'il en soit, je reviens à mon point de départ. Ce ne devrait pas être une question pénale, ce ne devrait pas être une question juridique, ce devrait être une controverse politique. Et tant mieux si les gens ont des débats interminables sur cette question, c'est ça le système démocratique, et c'est ça que nous devons préserver coûte que coûte, et ne pas systématiquement rechercher la sanction pénale lorsque le débat démocratique ne vous plaît pas. Et ça me paraît quelque chose de très important, c'est un peu une conclusion qu'il faut tirer de ce genre de débat, d'autant plus approprié que vous avez dans un certain nombre de pays, je pense aux États-Unis par exemple, des décisions sur le boycott qui sont favorables au boycott, qui estiment que c'est une forme d'expression complètement acceptable du moment qu'elle reste non violente, ce qui était notre cas dans toutes les affaires dont j'ai eu à connaître. Et dans d'autres pays, vous avez ces jurisprudences classiques. Mais parallèlement, vous avez des offensives de certaines officines dans chacun de ces pays pour que soient votées des lois qui interdiraient le boycott, alors on ne va pas dire le boycott israélien, qui interdirait tous les boycotts. Et c'est le cas apparemment au Canada, c'est apparemment le cas dans d'autres pays. On s'apprête à trouver des lois qui interdisent la possibilité pour les citoyens d'appeler au boycott. Et pour moi, comme je le disais au début, c'est une fantastique régression par rapport au droit des citoyens à s'exprimer sur des questions auxquelles ils ont le droit de s'exprimer, sur lesquelles ils ont le droit de s'exprimer, sachant que moi je ne suis pas dans une conception d'expertise et que je ne pense pas qu'il n'y ait que des experts qui puissent s'exprimer sur des questions internationales. Je pense qu'il y a aussi tous les citoyens qui, d'une manière ou d'une autre, ont à connaître de ces situations internationales, qui peuvent dire ce qu'ils ont à dire, et je trouve navrant et profondément inquiétant que des associations tentent de criminaliser cette forme d'expression que je trouve tout à fait civique. Voilà ce que je peux vous dire. Je pense que j'ai tenu le quart d'heure. Parfait. Voilà, c'est les habitudes. Merci. Merci. David Chama. Merci. Bonsoir. Je voulais d'abord me présenter parce que c'est la première fois que je viens lire les mots et je remercie Jean-Paul de nous avoir invités à participer à ce débat important. Donc je viens ici en tant que secrétaire de JCAL, qui est un appel que nous avons lancé en 2010 d'intellectuels ou de personnalités juives européennes pour une solution du conflit sur la base de 2 États. Mais antérieurement à JCAL, j'ai une vie antérieure militante sur le conflit et sur une solution de ce conflit, puisque mon engagement remonte au mois de juillet 1967, quand je suis arrivé dans mon kibbutz et en Israël, et que quelques jours après la guerre donc de 67, j'ai été amené à participer à des débats au sein du kibbutz pour définir les positions qu'on prendrait dans la prochaine convention du parti auquel on était attaché, à savoir le MAPAM, sur la question des territoires. Donc vous voyez, ce n'est pas d'hier que je suis engagé sur cette question, et je n'ai pas changé d'un iota depuis cette date-là. Simplement, il y a un peu moins de cheveux. Par contre, ce que je veux dire en introduction, avant d'arriver au vif du sujet, je reçois, puisque j'ai la faveur d'être ami sur Facebook avec Taufik, un certain nombre d'appels pour le BDS notamment, et l'un d'entre eux, que j'ai vu récemment, enfin il y a peut-être 2-3 mois, m'a interpellé et j'ai voulu commencer comme cela mon intervention, puisqu'il s'agissait d'appeler au boycott d'un spectacle d'une chanteuse franco-israélienne qui s'appelait Yael Naïm, qui s'appelle toujours Yael Naïm. Et l'explication qu'on était donnée, c'était elle est franco-israélienne, elle a servi dans l'armée israélienne, donc il faut appeler au boycott. Voilà. J'ai vu cette appel-là.
Alors je sais pas, j'ai vu ce poste-là circuler au nom du C'est pas le BDS. mien, je ne l'ai jamais partagé. Bon, pardon, excuse-moi, c'est pas le tien, mais je reçois des fois. Alors, je retire ça. Mais enfin, c'est un des mails qui a circulé. Et je me suis dit, tiens, on devrait aussi m'appeler à me boycotter. J'ai fait mon service en Israël, comme je l'ai dit, puisque j'ai vécu 10 ans, participé à deux guerres, été dans l'unité de parachutistes, j'ai été amené dans les territoires occupés, donc je connais ce vécu-là de l'intérieur. Donc théoriquement, on devrait aussi me boycotter, comme on devrait boycotter pratiquement 100% de la population israélienne, en tout cas. Puisque tous, par la population juive, les hommes, les femmes, ont été amenés à, dans leur vie, à participer d'une façon ou d'une autre à l'occupation, faisant leur service militaire quand ils l'ont fait. C'est évidemment pas la même chose pour les citoyens palestiniens d'Israël, qui, comme vous le savez, ne font pas de service militaire. Donc voilà ce que je voulais dire en introduction. Et je ne vais pas intervenir sur la question juridique sur laquelle vous êtes intervenu, parce qu'effectivement, c'est un débat politique. C'est un débat politique, il y a des conséquences juridiques, on en parlera peut-être, et je vais vous expliquer, ou essayer d'expliquer pourquoi, personnellement, dans le combat politique que je mène avec des amis, dont certains sont présents dans la salle, pourquoi nous nous opposons au boycott du BDS. Non pas parce qu'il ne faut pas que les citoyens ne puissent pas intervenir sur les questions politiques extérieures, c'est évident qu'il faut que le boycott est une arme comme une autre. Je me souviens dans ma jeunesse ne pas avoir acheté des pommes Granite Smith qui venaient d'Afrique du Sud, enfin j'avais 16 ou 17 ans, parce que j'avais entendu parler de cette problématique de l'apartheid. Et à l'époque, l'ANC appelait à ce boycott. Or, je mets franchement en défaut le BDS en face sur ces questions, parce que je ne vois pas quel est le parti politique ou le mouvement israélien le plus militant pour la cause palestinienne et contre l'occupation qui appelle au boycott. Aucun. Toutes les ONG qui sont engagées aujourd'hui, avec lesquelles nous travaillons régulièrement, des plus connus ou moins connus, qui travaillent sur le terrain pour une solution politique, sur tous les aspects, humanitaires, politiques, éducatifs, peu importe, c'est pas le sujet, aucune n'appelle au boycott. Tout à l'heure, Tofik, tu parlais des Arabes israéliens qui appellent, effectivement, tu cites à propos de Ayman Oudeh, qui est le chef de file à la Knesset de la liste arabe unie à la Knesset, 13 députés, donc déjà, on ne peut pas... qui est bien représenté, qui donc a dit dans un article récemment, que j'ai pu voir dans Marianne, vous pouvez y retourner, il y a quelques semaines, qu'il s'oppose au boycott d'Israël. Donc, il a dit texto, je ne peux pas soutenir un boycott de mon pays. Par contre, je souhaite et je reconnais la nécessité, ou je ne connais pas la formule exacte, de reconnaître qu'il y a une différence avec les produits venant des territoires et qu'il y a une différenciation et qu'on peut donc différencier les produits venant des territoires. Et là, pourquoi pas, il faut appeler au boycott, mais pas ceux d'Israël. Voilà. Donc, premier point de divergence, c'est que quand on se lance dans une action politique, c'est à quelle fin? Si vraiment on veut investir pour aider à résoudre ce conflit qui ne dure que depuis dans un an, ça fera 50 ans d'occupation. Si on veut vraiment aider à une solution, il faut travailler avec les populations qui, sur place, sont engagées dans ce combat depuis des années pour une solution. Et le combat est très difficile, on en parlera ultérieurement si vous voulez qu'on déborde sur la question politique actuelle. Mais déjà, sur la question du BDS, aucune organisation politique israélienne, même Uri Avneri, dont je lis la littérature, parce que d'abord je la reçois et qui est sur le site de la FPS, tu peux voir l'article qui est il y a 2-3 mois, au mois de mars. J'ai juste lu ce matin l'article. Il expliquait pourquoi il s'oppose au BDS. Parce qu'il dit texto, si je ne me trompe pas, voilà, 3 objectifs au BDS. Tu l'as dit, mettre fin à l'occupation, garantir l'égalité des Arabes en Israël, favoriser le retour des réfugiés. Dis-moi, je ne vois pas là-dedans d'appel à la paix. Je ne vois pas là-dedans d'appel à la solution en 2 États. Dans le programme, dans la charte même du BDS. Donc, Avneri, qui par ailleurs demande effectivement, comme beaucoup de militants israéliens, qu'il y ait une différenciation entre les produits venant des territoires et des produits israéliens, et s'oppose aux pratiques du BDS. Tout à l'heure, monsieur, vous parliez, je vous cite là, puisque j'ai noté vos propos, vous parlez pour les manifestations du BDS qui étaient poursuivies sur le plan judiciaire en France, c'était des manifestations qui appelaient au boycott des produits israéliens. Vous parliez de produits israéliens, vous l'avez dit à 2 ou 3 reprises, mais non pas des produits venant des territoires. Et c'est fondamentalement différent. Parce que pourquoi nous nous opposons pourquoi nous soutenons l'étiquetage? Différence. Non, vous avez dit qu'il y a plusieurs. C'est large. Mais que dans le BDS, il y a plusieurs courants. Et tout à fait. Quand on retire des produits, je ne pense pas que tout le monde vérifie est-ce que ce produit a été fabriqué. Certains le font, je reconnais. Tout le monde ne le fait pas. Alors, ça, c'est une chose. Voilà.
Donc quand je vais, parce que ce que je vous dis là, je le dis aussi bien devant un public juif ou non juif, peu importe, on a le même discours, quel qu'il soit. Et simplement parce que, en vertu même de la loi israélienne, les produits fabriqués dans les territoires ne sont pas en Israël, puisque les territoires ne sont pas annexés, donc c'est tromper le consommateur que de marquer produit made in Israël si vous achetez la halva qui est fabriquée dans une colonie, parce que c'est pas vrai. C'est un produit qui est fabriqué dans une colonie, qui n'est pas aujourd'hui un État, qui j'espère le deviendra un jour, enfin pour un État palestinien, c'est en tout cas mon souhait le plus fort, mais en tout cas, en vertu même de la loi israélienne, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pas du tout un frein de la loi israélienne que de dire qu'il faut pousser à l'étiquetage, et je salue les démarches de l'Union européenne sur ce plan-là. Par contre, là, alors, premièrement, je m'y oppose sur le plan politique parce que je pense que c'est contre-productif, parce que c'est pas de cette façon que l'on arrivera, d'une part, à mobiliser ou soutenir tous les mouvements qui en Israël se battent contre l'occupation, parce qu'ils n'appellent pas à ce boycott. Et contrairement à ce que tu dis, quand tu dis, parce qu'un des arguments les plus forts qui est dit en Israël, pourquoi s'opposer au boycott, c'est que ça unifie tout le pays autour des colons et autour de ceux qui prônent une politique d'extrême droite, ou en tout cas d'occupation, en tout cas. Vous ne connaissez pas, je ne sais pas combien d'entre vous ont vécu, ont été en Israël ou pas, mais les Israéliens aujourd'hui, quand ils entendent toutes ces campagnes internationales qui sont montées contre eux, ont ce sentiment se renforcent dans un sentiment de dire tout le monde est contre nous, et la droite utilise cet argumentaire, favorise, et c'est au contraire. Ce type de campagne ne fait que favoriser la droite israélienne dans sa politique, parce qu'elle utilise cet argument pour montrer, voyez, tout le monde est contre nous, donc il faut faire front face à toutes les critiques, et évidemment les critiques sont toutes antisémites, etc., etc., etc. Vous connaissez cet argumentaire. Donc, les militants les plus engagés ne veulent pas de ce boycott, parce que c'est pas... Et en plus, ça unifie autour de la droite. Deuxième point, alors là, je suis un peu divergent malgré tout sur la problématique de l'antisémitisme et de qui importe l'antisémitisme. Excusez-moi, j'allume 2 secondes mon iPhone parce que je n'ai pas recopié cette littérature, mais j'ai quelque part un mail que je veux citer simplement. C'était à propos d'une action du BDS à Montpellier, du BDS 34, pour lequel je pense qu'il y a des poursuites en cours. Je ne connais pas l'aspect juridique de la chose, mais en tout cas, pour cette action menée à Montpellier, voici le texte était affiché sur les personnes qui appelaient à cette action. Je cite: « Les nazis et les sionistes sont 2 revers de la même médaille. Ce que fait le sionisme l'a déjà fait le nazisme, au millimètre près, c'est la même école. Ce que faisait Hitler aux juifs était fait exprès pour que le monde sympathise avec eux et leur donne tous les droits. Jusqu'à aujourd'hui, une sorte de cette histoire d'Hitler, Shoah, ils ont tout eu à cause d'Hitler, etc. etc. » Je ne pas la peine de continuer. Bon, si ça, c'est pas d'abord un discours négationniste et antisémite, alors c'est que je ne comprends plus rien à la littérature française. Donc voilà, et ça a été énoncé, enfin vous connaissez peut-être les auteurs de cette littérature, était énoncé sous l'étiquette BDS 34, région Montpellier. Voilà, donc arrêtons, s'il vous plaît, de tomber dans cette volonté de simplification en disant le CRIF, les organisations juives, etc., importe le conflit. C'est un conflit qui divise la société française parce qu'il passionne, parce qu'il réveille des tas de démons chez certains, la preuve, et pour d'autres des tas d'inquiétudes et des tas d'angoisses qui sont ancrés dans une histoire, dans un vécu qui remonte à quelques dizaines d'années, comme vous le savez. Donc, essayons, nous, c'est pour ça que nous avons créé cet appel J-Call, qui s'appelle un appel à la raison. Essayons de faire entrer de la raison par rapport à ce conflit et mettons de côté les passions. C'est la chose la plus difficile quand on s'adresse à n'importe quel public. Alors, c'est la démarche que nous avons. C'est pour ça que dans ces démarches-là, dans ce cadre-là, j'essaye de définir ce que veut le BDS. En lisant la charte, je ne vois rien au sujet de 2 États. Je vois des actions qui sont menées contre des produits israéliens, quels qu'ils soient, d'autres qui contre des produits des territoires. Je vois des messages carrément antisémites et négationnistes qui sont faits au nom du BDS. Comment voulez-vous que le public français, juif ou non juif, réagisse à une telle campagne ? Croyez-vous que c'est comme ça qu'on sert la cause de la paix d'une solution ? Ça ne sert qu'à enflammer les passions et ça empêche toute approche rationnelle du problème. Alors, le problème, il existe, c'est un problème de blocage, un problème politique. Alors c'est pas le sujet de ce soir d'analyser, on peut m'inviter à un autre débat, si tu veux, sur le conflit, pourquoi c'est bloqué. On n'a pas le temps, là, en 5 minutes, de le faire. C'est une analyse d'un processus historique et politique compliqué. Mais en tout cas, il me semble que le BDS
dans la façon dont il agit, non pas parce qu'on n'a pas le droit de boycotter, c'est pas sur le plan juridique, hein, je raisonne encore sur le plan politique, mais encore une fois, la façon dont il agit, dans la façon dont il est confus dans ses démarches, dans la façon dont n'importe qui peut faire appel à cet appel au BDS. Place de la République tous les samedis, il y a un grand drapeau palestinien, j'ai rien contre le drapeau palestinien, avec une tribune appelant au BDS. Si vous approchez, vous voulez apporter la controverse et que vous, et même ne serait-ce que, et j'ai des amis qui ont tenté de le faire, puis ils se sont fait rejeter, parler de 2 États, parler d'une solution, parler d'une approche différente, expliquer, de dire simplement ce que je suis en train de dire, qui ne me semble pas quelque chose de particulièrement extrémiste. Vous faites jeter, vous faites critiquer de suppos de Netanyahou, je ne sais trop quoi. Alors, moi je retourne la question au BDS. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Quel est votre projet? En tout cas, 1, je constate la confusion. 2, je constate les déviations antisémites. 3, c'est contre-productif par rapport à l'objectif qui est le nôtre, que nous partageons probablement avec tous ici, à savoir une solution sur la base de 2 États. Enfin, en tout cas, c'est la mienne, parce que toute autre solution, c'est la guerre civile qui se poursuivra des dizaines et des dizaines d'années. Et dernier point, et je termine là-dessus, tout à l'heure, ça m'étonne un petit peu quand même venant de toi, quand tu m'as parlé d'une réunion, dont je n'ai entendu pas de cette réunion, de 150 personnalités juives les plus influentes à Jérusalem. Ça m'a fait penser, enfin ça fait un titre dans ma tête, ça m'a fait penser au protocole des sages de Sion, comme s'il y avait 150 personnes quelque part qui est en train... Non, je le dis parce que je ne connais pas 150 personnalités juives influentes dans le monde. Excusez-moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Qui c'est? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne connais pas. Il n'existe pas d'organisme comme ça, influent, enfin à ma connaissance. Il y a des types de droite, de gauche, etc., qui chacun agit de son côté, mais ce complotisme-là m'effraie. Hein. Qu'il y ait des organisations... On va ce soir le lien de Time of Israel. Peut-être. Qui n'est pas plus radical que la FPS. Non, ce que je veux dire par là, je ne vois pas nulle part qu'il y a des partis en Israël. Il y a des droites, gauches, etc. Il y a des élections, on peut être d'accord, pas d'accord avec les partis. Mais je ne vois pas, je n'ai jamais entendu, et je connais, je crois bien le problème, de groupes d'influence qui essayent de gérer ou influencer de cette façon. Qu'il y ait des groupuscules de la droite, notamment juive américaine, on le sait, qui soutiennent le Likoud, oui, ça c'est connu. Qui financent, oui, c'est connu. Ça c'est clair. Mais ce côté, un petit peu... C'est peut-être du Time of Israel, alors c'est pas de toi, mais enfin, cette présentation des choses me gêne. J'essaye, encore une fois, de dépassionner le problème. Je te dis comment ça a été présenté par le Jerusalem Post. Bon, peut-être. Alors, c'est pas toi, c'est le Jérusalem Post. Je trouve ça irresponsable de parler de 150 personnalités influentes qui viennent définir je ne sais trop quoi. Ça me semble qu'il y ait des groupuscules qui agissent ou pas, oui, politiquement, qui soutiennent tel ou tel camp, etc. Ça, c'est évident. Mais arrêtons de, en tout cas, rappeler cela. Voilà, enfin, je vais en arrêter là pour l'instant. Je pense que le débat aura l'occasion d'autres interventions. Merci. Bien, alors, si je peux tirer sur le fil, merci. J'aurais envie de redonner la parole à Théophile, puis aussi à Antoine Comte, puis etc. Mais je pense que si on fait ça, je crois que ça serait réduire le périmètre du débat, surtout après ce qui a été dit sur le fait que chacun doit prendre sa part dans le débat et que c'est tout à fait cela l'essence démocratique. Alors sur cette histoire de réunion, je crois que c'était une information sur laquelle tu pourras apporter une précision. J'ai vu passer ça, mais c'était à l'invitation du gouvernement israélien, donc c'était, je ne sais pas sous quelle forme. Mais bon, en tout cas, bon. Je dis ce que j'en pense. Non, mais bien sûr, quels que soient les metteurs. Il faudrait repartir à la source des faits pour justement rester dans le rationnel. Voilà. Donc, ce que je vous propose là, on a devant nous environ 3/4 d'heure, et donc élargir le périmètre de la discussion. Et donc, voilà, je vous laisse la parole. Ce qui serait bien, c'est que ça soit plus des questions que des longues interventions, selon le scénario que vous connaissez parfaitement. Yves Aubin, on a une... voilà. Je vous remercie, c'était très intéressant, informatif. On est vraiment dans la controverse, c'est tant mieux, intellectuel. Mais il y a des questions à poser. C'est concernant, enfin, d'abord, peut-être une affirmation. J'ai l'impression que malgré tout, ce mouvement BDS, et donc il ne faut pas oublier qu'il vient né en Palestine, des dizaines d'associations, d'ONG, et c'est face aussi, sur le plan politique, au blocage total du processus de paix, qu'on ne devrait plus appeler processus, hein, si on est latiniste, plutôt le récessus, hein, on est plutôt dans la régression. Et là, je pense que tout le monde est d'accord. Mais j'ai l'impression que ce mouvement BDS, qui s'est étendu en France, il est présent, il est davantage présent aussi peut-être dans d'autres pays,
qu'à la Belgique, la Grande-Bretagne, les États-Unis, mais dans des secteurs différents. Ce sont des secteurs universitaires, académiques en général, qui sont, et avec un développement. Alors le problème est de savoir, est-ce qu'il se développe ce mouvement BDS? Je pense que oui. Cela dépend des événements. Il se développe à l'occasion des différents conflits à Gaza. Mais je pense qu'il y a eu une influence peut-être aussi sur les gouvernements européens. Si on est arrivé à, disons, cette directive européenne qui a été adoptée. Moi, j'étais directeur Afrique du Nord, Moyen-Orient, il y a une douzaine d'années. On en parlait déjà de ces directives. Et puis, il y a eu des freins d'ordre politique de différents gouvernements. Et enfin, il y a eu effectivement cette directive concernant la traçabilité des produits des colonies. Et donc, je pense que là, le mouvement BDS, parmi d'autres, a peut-être eu un effet pour accélérer en quelque sorte le mouvement, parce que maintenant, il y a une réalité. Il faut voir, en Israël, on considère que c'est une sanction. C'est présenté comme une sanction. Donc il y a eu des réactions extrêmement fortes du gouvernement israélien lorsqu'il y a eu l'adoption de cette directive. Alors voilà, si vous avez des éléments sur le développement de ce BDS, je pense qu'il se développe effectivement un peu partout. Il y a aussi bien une distinction à faire, vous l'avez faite, entre le boycott des produits israéliens en général et le boycott des produits des colonies. Vous n'avez pas parlé de la position de l'autorité palestinienne. Je ne savais pas que l'autorité palestinienne avait vraiment pris de manière formelle en compte le BDS. En tout cas, l'autorité palestinienne, je me souviens d'une déclaration qui a été faite récemment par Mahmoud Abbas, il y a peut-être 6 mois ou 8 mois, non pas qu'il condamnait formellement, mais qu'il désapprouvait, en tout cas, le boycott de l'ensemble des produits israéliens. Pour dire qu'il ne doit s'appliquer qu'aux produits des colonies. Voilà, donc c'est une... Je crois, une mise au point qui est importante. Voilà. Merci. Tu veux répondre? Enfin, vous voulez répondre Oui, répondre, enfin échanger, parce que c'est pas a priori une réponse. C'est effectivement Mahmoud Abbas, il avait déclaré plusieurs fois comme quoi nous ne sommes pas pour le boycott d'Israël, nous sommes pour la recherche de la paix, etc. etc. J'ai parlé d'une décision qui a été prise en mars 2015 par le Conseil national de l'Organisation de libération de la Palestine. Et c'est la première fois que l'Organisation de libération de la Palestine, même si les autres mouvements, le Fatah, FPLP, FDLP, et tout, etc., ils font partie de ces organisations de la société civile qui appuient le boycott, mais c'est la première fois que l'Organisation de libération de la Palestine, elle s'inscrit dans cette démarche du boycott. Mais bien sûr, de toute façon, ce qu'ils visent essentiellement, c'est la question du boycott des produits des colonies. De toute façon, les pauvres, qu'est-ce qu'ils vont manger s'ils boycottent tous les produits israéliens? De toute façon, ils ne peuvent pas importer de l'extérieur sans autorisation israélienne. Je vais revenir sur... je fais très attention à ce que je pense et à ce que je dis. Donc, je n'ai pas partagé... excuse-moi pour Yael Naïm, mais j'ai reçu le même. Parce que je m'inscris très bien dans cette ligne qui est celle du Boycott National Committee, qui est il ne faut surtout pas boycotter les individus. On boycotte les institutions. Ça, c'est extrêmement clair. Quand, par exemple, il ne faut pas toucher à tout ce qui est cachère. Nous sommes très regardants sur ces trucs-là, sur ces choses. Et de toute façon, à chaque fois qu'il y a des dérives ou quelque chose comme ça de la part de tel ou tel, etc., on le fait remarquer. Et des fois, ça nous coûte peut-être un certain nombre d'adhérents, mais on en récupère beaucoup. D'ailleurs, je te conseille de lire un communiqué que nous avions fait à l'époque de Dieudonné. Je te dis le titre, tu vas comprendre ce qu'il y a dans le contenu, c'est « Dieudonné, l'imposteur raciste, n'est pas l'ami du peuple palestinien ». Il y a des gens qui ont rendu leur... très peu, qui nous ont critiqués. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, bon, on va adhérer à la FPS, comment on va faire? Ce n'est pas le cas des autres, si vous voulez. De l'autre côté, vous avez parlé de celui de BDS 34. Je vais pas parler là-dessus, si vous voulez. C'est 2 personnes qui ont posté, c'est pas au nom de BDS 34, ils ont partagé un post. D'ailleurs, il y avait un procès qui a été, une plainte contre eux, d'ailleurs, qui a été faite par la LDH. Et donc le procès, il est passé, ils ont été condamnés à une certaine peine. Nous, c'est tout de suite, en tout cas en tant qu'AFPS, nous avons demandé de toute façon qu'ils retirent ce poste, que ça soit condamné et tout, etc. Donc, si vous voulez, sur cette question, nous sommes extrêmement clairs. Et nous savons d'ailleurs, de toute façon, pour d'autres raisons, il y a la question morale, mais il y a aussi la question politique. De toute façon, si on veut développer ce mouvement,
il faut qu'il soit clair et surtout clean, très clean. Sur la question donc des 150 personnalités, ce que je t'ai cité également, c'est le Jerusalem Post, et qui parle de leaders juifs de tout âge et tout, etc. J'ai le texte sous les yeux, je peux passer, mais je peux t'envoyer les liens. Ou d'autres, comme I24 d'ailleurs, c'est elle qui parle des personnalités les plus influentes. Et une réunion qui a été tenue secrète, ça a découlé d'ailleurs au ministère des Affaires étrangères, parce que ça a été téléguidé par le ministère des Affaires stratégiques, avec un budget qui a été alloué à justement à ce groupe de travail, mais tu peux vérifier également, qui était de 170 millions de shekels. Donc, si vous voulez, c'est des questions, c'est des sources, je dirais fiables, c'est pas des sources palestiniennes ou provenant de tel ou tel. Sur la question, parce que je pense que j'avais répondu à toutes les questions que tu avais posées, c'est pour ça que ça ne m'a pas dérangé d'intervenir avant toi, parce que, en fait, tu as dit à peu près ce que tu pensais, même si c'était d'une façon un peu plus soft, ce que tu pensais déjà en 2010. En 2010, avec cette tribune où tu parlais vous étiez nombreux. Au vu de leur charte, tout ce qui est israélien serait coupable, ce qui donne l'impression que c'est le mot même d'Israël que l'on souhaite, en fait, rayer des esprits et des cartes. Puis la conclusion, c'était les partisans du boycott sont aussi des saboteurs et des naufrageurs d'espérance que tu avais signé avec Finkielkraut, avec BHL, etc., etc. Et pire encore, tu l'avais signé avec François Hollande et Emmanuel Valls. C'est ce que j'allais dire. Donc, et c'est ça l'amalgame. Quand j'ai commencé déjà mon intervention, c'était sur quels sont les objectifs du BDS. Et les objectifs du BDS, je les ai résumés en 3 points. Et puis après, je dis, et le BDS, c'est bien expliqué, c'est un moyen pour faire pression. C'est-à-dire, on arrête ceci le jour où Israël se plie aux exigences du droit international. Donc ça ne veut pas dire qu'ils souhaitent effacer Israël de la carte ou bien la disparition totale d'Israël. Voilà. David, vous voulez dire quelques mots? On rentre dans le débat politique là. Enfin, moi je fais ce que vous voulez, hein. Je veux bien réagir. On va laisser. Peut-être élargir par notre question. Mais on n'a pas répondu tout à fait à la question d'Ivo Van à M. Zir sur sur la progression du BDS, ça c'est plutôt ta faute. Voilà, moi, on y reviendra, je voudrais qu'on réponde, parce que c'est une question intéressante. C'est vrai qu'aux États-Unis, en Bretagne, ça fonctionne beaucoup plus, donc si tu as les éléments, ce serait pas mal. En 2 mots, là, mais 2 mots. Hein, parce que mais vraiment, sinon, tu vas arriver aux 2 heures. Si vous voulez, sur la question du boycott, c'est ce que tu m'avais promis. Oui, mais j'étais à l'œil. Sur la question du boycott académique, ça marche beaucoup mieux aux États-Unis. Et puis de plus en plus en Angleterre, et puis dans les pays anglo-saxons, effectivement. Et d'ailleurs, ce qui a effrayé un peu le gouvernement de Netanyahou, c'est qu'il y a de plus en plus de militants juifs anticolonialistes dans ces universités américaines qui sont le fer de lance de la question du boycott académique dans ces différents pays. Ce qui n'est pas vraiment très très fort ici. Mais en France, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous sommes très bons sur la question du désinvestissement. Jean-Paul, je vous propose de prendre 2-3 questions, parce que les questions vont se regrouper après. D'accord, alors on fait comme ça, je vous suis. Le micro, Prenez le micro et relativement bref, s'il vous plaît, qu'on puisse regrouper les questions. Allez-y. Je me présente très rapidement. Je fais partie de l'Union juive française pour la paix et aussi de la campagne BDS France qui regroupe une 50aine d'associations nationales. Voilà. Je veux interpeller Monsieur Chemla. J'ai été absolument choqué par le fait que dans tout son discours, il ignore un acteur fondamental, le peuple palestinien. Dans tout ce qu'a dit M. Chemla, il n'a jamais été question du peuple palestinien. Et donc, s'il s'agit de poser une question, je veux bien lui demander s'il reconnaît la situation quotidienne dramatique du peuple palestinien, que la politique israélienne depuis longtemps pousse au désespoir. Est-ce que, M. Chemla, vous avez vu une carte d'Israël-Palestine en 1947, et puis ce qui reste de la Palestine aujourd'hui?
Est-ce que quelque part ça ne vous interpelle pas? Et donc, Voilà, votre voilà, et question, si vous me permettez, ce que je veux rajouter, c'est que le but de J-Call, c'est pas de promouvoir un vivre ensemble entre Israéliens et Palestiniens, mais c'est de sauver l'État juif. Parce que si la politique continue de se dégrader, eh bien l'État juif sera menacé. C'est ça l'idéologie de J-Call. C'est pas du tout une volonté de ce que les Palestiniens ils puissent vivre comme les Israéliens. Ok. Merci. Voilà. Bon. Je crois, enfin, je ne vais pas répondre à la place de David Chemla, mais je crois que si on se lance déjà dans des analyses comme ça, on ne va pas s'en sortir. Tout à l'heure, David Chemla a dit un mot important, on reste dans la rationalité. Alors je sais bien, dès qu'on touche à ça, c'est compliqué, mais je tiens beaucoup à ce qu'on reste dans cette rationalité. Il y a un nombre d'arguments précis, des questions précises, on débat de ça, et on ne part pas dans toutes les directions, sinon ça va nulle part. On connaît tous ça, c'est une stérilité absolue. On retient ce que vous avez dit, David Chemla, sûrement vous répondra tout à l'heure, mais essayons de prendre un peu de hauteur, madame. S'il vous plaît, je crois qu'il y a un temps pour l'idéologie et un temps pour le débat. Pour moi, il y a un temps pour l'idéologie et un temps pour le débat. Et effectivement, c'est très important de débattre. Mais comme vous disiez, monsieur, que Dieudonné, enfin que je ne sais plus où c'était passé, que Dieudonné, qu'il était clair que Dieudonné n'est pas un ami du peuple palestinien. Écoutez, moi qui suis personnellement, qui suis de très près cette actualité, j'aurais bien voulu le voir quelque part. Et a fortiori ceux qui ne suivent pas particulièrement cette actualité. Ce que je voulais dire aussi, c'est effectivement la dimension affective et passionnelle. Je crois qu'elle est sous-estimée et bien souvent, bien sûr, on perd son sang-froid et donc le débat sert à un petit peu poser les choses. Maintenant, donc je disais un temps pour le débat et un temps pour l'idéologie. Quand on écoute les radios juives, vous savez, on a tout de suite envie d'éteindre, tellement c'est aberrant. Et les radios arabes aussi, d'ailleurs, hein, attention. Hein. Radio Orient, c'est une catastrophe. Hein, jamais aucun débat. Bon, ben, il y a les... Voilà. Bon, j'abrège, c'est pas le sujet. Je comprends. Parmi, juste une remarque, madame, parmi les multiples radios avec lesquelles nous sommes en partenariat, c'est RFI, Média, France Culture, l'IREMO. Nous avons aussi un partenariat avec Radio Orient et nous organisons tous les mois avec un débat. Et il y a un débat qui est contradictoire. Donc je ne veux pas prendre la défense de Radio Orient, mais voilà un exemple concret où nous sommes en partenariat et avec d'autres radios. Radio Notre-Dame aussi. Ah non, mais les autres et donc il y a un... Voilà, c'est parenthèse refermée. Par radio, okay. petit. Je parle particulièrement des deux radios concernées. Certainement pas. Donc, c'est-à-dire que ce sont des propos que des populations entendent. Bien sûr, madame. Et c'est bien gênant parce que si on entendait sur Radio J ou Radio que Dieudonné n'est pas le copain du peuple des Palestiniens, on verrait ça autrement, vous voyez. Enfin. Une question. Oui, alors pour monsieur Patrick, s'il vous plaît, se poser la question de savoir qui commence et qui est coupable, je crois que c'est une question qu'il faut mettre de côté parce que c'est le nœud du débat. Merci madame. Essayons d'avoir peut-être des interventions plus concises et qui débouchent sur une question, qu'on puisse lancer le débat. J'aurais voulu prendre la parole au nom du mouvement La Paix Maintenant, dont je suis le porte-parole. Donc je suis aussi un ancien kibbutznik et un ancien soldat, donc je suis boycottable en puissance. Mais ce n'est pas à ce titre-là que je voudrais m'exprimer. Je voudrais d'abord dire deux choses, et ensuite j'ai quand même une question. Les deux choses, c'est les choses suivantes. Par rapport à votre intervention, Maître Comte. Moi, j'ai dirigé pendant longtemps une société d'instrumentation scientifique en France. Et un jour, je ne la citerai pas, un jour j'ai reçu une commande dans les années 80, directement de l'ambassade des Émirats du Golfe. Je connais l'histoire. Et dans ce bon de commande, il était spécifié que ma société devait s'engager à ne faire aucun commerce avec Israël.
Bon, si ce n'est pas du boycott, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc bien évidemment, j'ai regardé quelles étaient les instructions gouvernementales, aussi bien à l'époque du gouvernement Barre que du gouvernement Mauroy. C'était formellement interdit par la loi en France. Donc j'ai renvoyé mon accusé de réception de commande en refusant de signer ce papier, en expliquant pourquoi, et bien évidemment, il ne s'est rien passé. Donc le boycott, en particulier les pays de la Ligue arabe, contre Israël, a existé de façon continue pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et donc des pressions sur les sociétés en Europe pour ne pas commercialiser, je ne vous ai pas interrompu, donc ça a toujours existé. Bon. Deuxièmement, moi personnellement, en tant qu'Israélien, en tant que militant de la paix maintenant, j'ai aussi dirigé des sociétés d'instrumentation scientifique en Israël, des sociétés d'État. Quand j'ai reçu des demandes d'équipements scientifiques pour le centre universitaire d'Ariel, j'ai expliqué clairement que je refusais de répondre à ces demandes. Je n'ai eu aucune sanction, il ne s'est rien passé. Et Ariel est dans les territoires. Les grosses colonies. Donc j'ai refusé cette demande. Personne ne m'a fait d'histoire et ça s'est terminé là. Donc on peut aussi boycotter en Israël quand on pense que des demandes viennent de territoires qui ne sont pas légitimement à l'intérieur de l'État d'Israël. Mais justement, en tant que militant qui essaye de convaincre ma population que l'occupation est nuisible, à l'avenir, effectivement, à la pérennité d'un État juif, même si le concept d'État juif semble déplaire à certains ici. Et que donc c'est contre-productif d'être pour l'occupation ou d'accepter cette occupation. Les appels au boycott et les campagnes de boycott telles qu'elles sont formulées, telles qu'elles sont comprises, telles qu'elles sont perçues de BDS, qui sont des campagnes globales, non pas contre les territoires occupés, mais contre Israël, c'est effectivement contre-productif, parce que moi, ça m'empêche d'argumenter pour le boycott des territoires occupés. Puisqu'il y a une confusion dans les esprits en Israël, on connaît les sensibilités, on sait très bien que Israël est un pays fort pendant la journée et fait des cauchemars pendant la nuit, parce qu'Israël est israélien pendant la journée et juif pendant la nuit. Donc on connaît très bien les difficultés qu'il y a à résoudre et à combattre ces appréhensions et ces peurs. Il y a une assimilation qui est faite entre les produits israéliens et les produits du territoire. Et moi, donc, quand je boycotte les produits du territoire et quand j'appelle à faire la discrimination entre les territoires et Israël, je suis incompris parce qu'il y a un réflexe de peur. Bon, ça a été dit, mais je tenais à le redire parce que, en tant que justement que militant qui ne peut pas combattre pour le boycott des territoires occupés, parce qu'il y a une confusion qui est créée par les campagnes de guerre. Alors ma question est la suivante. Vous avez parlé de boycotter les produits d'Israël. Et ensuite, vous avez parlé de boycott académique. Bon, j'ai vu aussi BDS qui appelait à boycotter les spectacles de la compagnie de danse Batsheva, avec des sit-ins tous les jours, etc. Alors, est-ce que la compagnie Batsheva, est-ce qu'un universitaire israélien qui veut faire une conférence, est-ce qu'un écrivain israélien qui souvent, d'ailleurs, sont engagés pour la paix avec les Palestiniens, est-ce que ce sont des produits israéliens? Est-ce que les académiciens sont des produits? Merci. Bon, je vous propose une pause. Attendez, il y a eu plusieurs questions. Je pense qu'on fait une pause. Il y a eu 3-4 questions. Je vous laisse la parole à tous les trois. Vous avez été d'une manière ou d'une autre concernés. Oui, alors, moi je voudrais juste répondre sur la question du boycott tel que vous l'avez rappelé, c'est-à-dire que votre société voulait ou avait passé un accord, ou devait passer un accord avec un État étranger, c'était le Koweït, je crois, qui lui imposait de boycotter Israël. Les produits ne devaient pas passer par Israël, si ma mémoire est bonne, hein, c'est ça? Non, c'est pas ça. La formulation, c'était nous vous passons un contrat si vous nous garantissez que voilà. vous ne faites aucun commerce voilà, avec Israël. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça, c'est la Ligue arabe. Ça, c'est tout à fait la Ligue. Alors, oui, je crois qu'il ne faut pas confondre le boycott qui existe en droit français comme infraction quand il s'agit d'une activité commerciale ou industrielle et qui est une infraction de droit commun
effectivement, si, par exemple, je sais pas, on va essayer de prendre un exemple. Si les dockers de Marseille refusent de décharger un bateau en provenance de Chine, notamment, moi je dis de Chine pour éviter de tomber dans la controverse, hein, de Chine, parce qu'ils veulent boycotter les produits de ce pays, là vous avez une entrave à une activité commerciale ou industrielle, en l'occurrence portuaire, hein, pour être précis, qui est sanctionnée par la loi. Ce dont moi je parle, c'est tout à fait différent. Ce pourquoi les gens ont été poursuivis, c'est tout à fait différent. C'est d'avoir appelé au boycott, pas d'avoir entravé l'activité ou demandé à quelqu'un d'entraver l'activité. On est sur un terrain, et d'ailleurs, ils sont poursuivis sur la liberté d'expression, une infraction à la liberté d'expression. Ils auraient discriminé des gens en appelant des gens qui sont les producteurs israéliens, en appelant au boycott de leurs produits. Ils sont poursuivis sur la loi sur la presse, et donc c'est pour ça que je dis que face à ce genre d'attaque qui, de mon point de vue, n'est pas très intelligente, on s'est retrouvé avec des décisions qui disent exactement le contraire, qui disent c'est la liberté des citoyens de refuser d'acheter des produits, et les gens peuvent faire la propagande pour refuser d'acheter des produits. Voilà, donc il ne faut pas confondre l'activité industrielle et l'activité économique qui est protégée contre des boycotts, mais là, on a été plus loin. On n'a pas poursuivi sur ce terrain-là, où on n'aurait pas eu grand-chose à dire, sauf que les militants n'empêchaient pas les produits d'entrer ou de sortir. Et c'est tellement vrai, et je pense que là-dessus, il faut l'ajouter quand même, cette question a tellement divisé le monde judiciaire, j'entends, en plus de diviser les citoyens, c'est que vous avez le président de la commission des lois, Urvoas, qui est devenu garde des Sceaux, qui a écrit à Madame Taubira pour lui dire « Je suis absolument contre qu'on poursuive, président de la commission, membre du PS, je suis absolument contre qu'on poursuive des militants qui appellent au boycott. Ça n'est pas une infraction qui touche la liberté d'expression. » Il est garde des Sceaux, et quand nous avons fait le recours devant la Cour européenne et que Le Monde a fait une accroche, entre-temps il était devenu garde des Sceaux, sur ce recours qui a été fait au mois de mars, Urvoas a été, je dois dire de mon point de vue, courageux. Il a dit j'ai pas de commentaire à faire. C'est-à-dire qu'il n'a pas tourné kazakh, comme malheureusement on le voit avec un certain nombre de nos politiques, quelle que soit la position. Hein, je ne dis pas. Donc, il ne faut pas confondre les niveaux. Hein. Il y a une loi qui interdit le boycott de l'activité industrielle et commerciale, mais là, on nous a poursuivis sur la liberté d'expression. Et là, je trouve que c'est vraiment dramatique. Pardon. Oui. Je voulais pas parler de juridique, mais je voulais quand même vous poser une question, parce que de ce que j'ai vu à la télévision sur les actions du BDS dans certains centres commerciaux, les images que j'ai pu voir, c'était des gens qui rentraient dans des rayons, qui prenaient des boîtes de conserve et qui les mettaient dans un caddie pour dire aux gens, vous ne les achetez pas. Est-ce que c'est pas une entrave à l'activité commerciale ? Ça a été un point de vue développé par les associations qui nous poursuivaient. Ça n'a jamais été accepté, pour la simple raison qu'on nous poursuivait sur la liberté d'expression, on ne nous poursuivait pas sur l'entrave. Voilà la connerie, bon, ça je puis dire. Voilà. Donc, on peut... Voilà, c'est ce que je voulais vous faire dire. Bon, je reviens sur la question palestinienne, puisque, sans penser que je suis complètement indifférent à la cause palestinienne. Bon, alors, je ne vais pas vous raconter ma vie, c'est pas là le sujet, mais en tout cas, je peux vous dire que depuis le 7 juin, non pas le 7, c'est américain le conflit, le 11 juin 67, j'avais conscience qu'il y avait un peuple palestinien, qu'il y avait nécessité de créer un État pour ce peuple et qu'il fallait quitter ces territoires. C'est d'ailleurs l'état d'esprit qui était d'ailleurs majoritaire l'été 67 en Israël, puisque dans mon kibbutz et dans d'autres, on disait viens vite, on va faire une excursion dans ces territoires parce qu'on va bientôt les rendre. Alors les rendre à qui? C'est un autre débat. Il y avait l'espoir de négociation. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la raconter ici en quelques minutes. C'est ça le climat. Et depuis lors, je n'ai pas changé une seconde sur cet engagement. Pourquoi ? Parce que je pense, et c'est en ce sens, je complète ce que Marc disait tout à l'heure, au niveau du projet sioniste auquel j'adhère totalement. Je sais que c'est un mot qui est souvent très mal perçu dans certaines assemblées. Pourquoi ? Parce que le sionisme est l'aboutissement d'un projet qui était de faire en sorte qu'il y ait un lieu où les juifs puissent avoir un État où ils soient majoritaires. Ce qui ne voulait pas dire que tout cet État ne soit composé que de juifs, pas du tout.
Hein, c'est pas ça. Il y a une minorité qui est maintenant de 20% à peu près de population non juive en Israël, arabes et autres, puisqu'il y a maintenant d'autres populations qui sont arrivées d'Asie, d'Afrique notamment, etc. Mais qu'il puisse y avoir la possibilité que cet État existe et d'autres pères. Vous connaissez aussi bien l'histoire de ce conflit qui remonte avant la création d'Israël, hein, puisque c'est un conflit de deux nations, de deux peuples pour une même terre, pour lequel il faut une solution. Mon approche rationnelle est qu'il faut diviser, qu'une bonne frontière fait de bons voisins, et que c'est la solution, l'objectif vers lequel il faut tendre. Parce que toute autre solution est dramatique et n'est pas demandée d'ailleurs pas encore, par la majorité des deux populations qui sont attachées à leur identité, à leur culture, à leur indépendance, etc. C'est tout. Donc c'est un combat politique pour diviser cette terre de façon avec le compromis qui soit le mieux possible pour répondre aux besoins des uns et des autres. Maintenant, c'est pas là le sujet de notre débat ce soir, on peut le refaire si vous voulez, sur pourquoi le blocage politique, quelle solution, mais ça, on parle du BDS ce soir. Tafik. Oui, sauf que ton souhait, David, la question de deux États, c'est une question qui a été tranchée par les Palestiniens déjà en 1988, lors du Conseil national d'Alger, et ils attendent depuis ce jour-là l'avènement de cet État. Que de toute façon, on voit qui bloque, ça, de toute façon, ça devient de plus en plus clair. C'est pas Lieberman qui va vraiment faire avancer les choses, je pense, tu le penses également. Et donc, il faut qu'il y ait quelque chose, alors on peut l'appeler comme on veut, BDS ou quelque chose. Il y a d'autres qui l'appellent pression. Pression, ça peut être des sanctions. Mais pression, ça peut être quelque chose de forcer la main à la partie qui ne veut pas négocier. On peut l'appeler pression si tu veux, mais je pense qu'on peut avancer ensemble si on dit que de toute façon, il faut que Israël soit contraint justement à accepter cette solution à deux États. Sinon, de toute façon, ça va être trop tard. Et après, effectivement, ça peut être extrêmement grave, dangereux pour les deux peuples, palestiniens et israéliens. Et je crois que même des gens qui ont occupé des postes comme Meir Dagan ou comme Abraham Berg, etc., ils commencent à dire que cette politique, justement, c'est une politique suicidaire pour Israël sur le moyen terme maintenant. Avant, ils disaient sur le long terme, maintenant, ils commencent à dire sur le moyen terme. Et sur la question de... vous êtes boycottable et tout, etc. Vous savez, nous avons des relations, comme l'a dit David tout à l'heure, nous publions les chroniques de Yuri Avneri toutes les semaines, même quand on n'est pas d'accord. De toute façon, on souligne que de toute façon, ça ne représente que son point de vue, mais on maintient ceci et ce depuis plusieurs années. Des fois je suis d'accord, des fois je ne suis pas d'accord, je suis le directeur de publication, mais on ne touche pas à cette liberté d'expression, même lorsqu'on n'est pas d'accord. Sur la question de boycotter les Israéliens, je crois que de toute façon vous faites vraiment un raccourci un peu étonnant d'ailleurs. Vous connaissez Vous connaissez. Non, on parle des quand j'ai académiques. parlé, attendez, quand j'ai parlé de la question du boycott académique, c'est pas un boycott qui est tout azimut. Vous avez parlé de, par exemple, Ariel, vous ne vouliez pas aller à Ariel. Donc il y a une université à Ariel. Il faut boycotter cette université d'Ariel. Comme par exemple le Technion, quelque chose comme ça, qui sont vraiment très impliqués dans l'industrie militaire. Il y a toujours, par exemple, quand il y a le choix d'une cible, il y a toujours quelque chose qui va avec. C'est-à-dire qui l'explique. Comme Bathsheba, Yael Naïm. David sait très bien que, par exemple, il a assisté à un certain nombre de nos colloques, que parmi les invités, il y a souvent des Israéliens. Et des Israéliens qui, comme je disais tout à l'heure, Abraham Berg, qui était président de la Knesset. Et on l'a invité pour dialoguer, pour donner son point de vue. Et je ne suis pas d'accord avec lui. Comme on a invité d'autres personnes qui faisaient partie du même mouvement que vous, même s'ils vont vous en quitter après, comme Droretkes, etc., etc. Et c'est des relations que nous maintenons tout le temps. Donc dire que nous boycottons l'Israélien parce que c'est un Israélien, je crois que c'est totalement faux. Bien au contraire. Et d'ailleurs, je vous invite, vous, le mouvement de la paix maintenant, justement à vous engager contre cette loi gravissime, qui est en train d'être préparée, qui est passée, je crois, en première lecture, elle va passer en deuxième lecture, pour empêcher que les associations qui reçoivent des fonds, par exemple, de l'Union européenne, qu'ils puissent
continuez à le faire. Et c'est une loi qui risque d'être votée très très prochainement. Et si elle est votée, par exemple, on ne va plus voir ce genre de rapport. Excellent rapport. From Occupation to Annexion, de Yeshdin, ou d'autres de B'Tselem, qui maintenant, elle vient de décider d'ailleurs il y a 2 jours, chose comme ça, de ne plus servir d'intermédiaire, par exemple, entre la population palestinienne et l'administration militaire israélienne, parce qu'ils disent de toute façon, ça ne sert strictement à rien. Il y a 80% qui se perdent de dossiers, de plaintes, et les 20% qui restent, 80% qui donnent lieu à aucune poursuite, et donc on arrive à quelque chose comme les condamnations, par exemple, pour la violence des colons, qui est un fait très très avéré. On l'a entendu parler de jeunes qui brûlent, par exemple, des enfants pendant leur sommeil. Il y a un qui était, par exemple, qui a subi la détention administrative pendant 6 mois, et il va être libéré. C'est le petit-fils du Meir Khan, par exemple. Si vous voulez, c'est justement, c'est une question. Je parle du boycott d'Israéliens. J'ai dit, on ne boycotte pas l'Israélien. Je parle du boycott académique. J'ai parlé du boycott académique. J'ai parlé du boycott académique, où j'ai dit que de toute façon, quand il y a une cible qui est choisie, c'est une cible qui est liée. On n'a pas appelé. Vous le connaissez. Allez sur notre site et vous allez voir. Mais je pense avoir. Je pense avoir. Arrêtez de raconter des histoires. Mais non, mais c'est une question démocratique. Il y a le respect de l'orateur, on va se calmer. Mais quand on va se taper dessus à la fin. Monsieur, arrêtez, il y a un respect de l'orateur. Vous avez parlé Bon, attendez, c'est moi qui conduis les débats. C'est moi qui conduis les débats. Et alors on va faire un truc. Comme je fais avec mes étudiants, je veux du silence. Et quand il y a du silence, parce que sinon on ne s'entend plus, après on peut revenir à une discussion tranquille. Donc on va reprendre 2-3 questions, mais vraiment essayer, parce qu'il y a déjà eu... On avait dit que ça durerait que de 3 heures, c'est vrai, mais je pense qu'on n'a plus qu'une vingtaine de minutes en réalité, donc j'aimerais... Alors, Sonia, Bernard, madame, monsieur, enfin voilà. Et s'il vous plaît, soyez brefs, même si vous avez plein de choses à dire, je sais. Très bref, mais comme il a été question de boycott académique... tu dis je vais être bref, mais j'aime pas ton mais. Voilà. Je suis vice-présidente de l'ORDIP, c'est-à-dire l'Association des universitaires pour le respect du droit international en Palestine. Nous avons vraiment comme règle de ne jamais boycotter des individus, mais nous appelons effectivement au refus de collaboration avec les institutions universitaires et culturelles israéliennes qui sont partie prenante de la politique de colonisation et des violations permanentes du droit international. Alors ça signifie simplement ne pas collaborer avec les institutions. Alors c'est vrai qu'en France, nous sommes vraiment trop peu nombreux, mais nous avons un site que vous pouvez consulter quand des personnes nous demandent s'il faut boycotter des Israéliens, nous disons non. Et on sait très bien que nous travaillons constamment avec des universitaires israéliens qui eux-mêmes ont des quantités de problèmes avec leur gouvernement. Par exemple, le département de sciences politiques de l'université Ben Gurion a été menacé de fermeture parce que la plupart de ses membres d'éminents politologues appelaient au boycott, appelaient la campagne BDS. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment le rappeler, mais jamais nous n'appelons au boycott des individus. Au contraire, nous souhaitons travailler avec le maximum d'intellectuels et d'universitaires et d'artistes israéliens qui, comme nous, considèrent qu'il faut respecter le droit international. Quant aux considérations politiques sur un État, 2 États, nous les avons totalement bannis. Nous ne parlons pas de ça, nous demandons simplement de façon basique le respect du droit. Merci. Madame, mais s'il vous plaît, là aussi, brièvement, sans dire je vais être bref, mais comment, s'il vous plaît. Vous avez calmé le débat. Moi, j'avais juste envie de vous poser une question, monsieur Chemla. Ce BDS, moi, je le perçois davantage comme une solidarité envers le peuple palestinien, parce qu'effectivement, il semble qu'il y ait peu de perspectives, et le désespoir qui les anime est très difficilement supportable. J'ai envie de vous demander quelle est la solution, puisque BDS, effectivement, vous semble être une pression. J'ai envie de dire, on est ouvert à toute proposition, parce que ça fait des années que vous luttez, mais
ça n'est pas efficace, force est de le constater aujourd'hui. La situation se dégrade dans cette région. Et voilà, j'avais envie de vous demander simplement, est-ce qu'il y a une solution pour vous qui est préférable? Ouais, ça me paraît une excellente question. Et après, alors on dit, on est là. Après, on reviendra vers vous. Je vous oublie pas. Je suis plus le dernier, Bernard. Oui. Non, c'est à toi. Allez-y, puis après, si vous voulez bien donner le micro derrière vous. Après. Moi, j'analyse 3 niveaux au niveau du boycott. En fait, il y a les actions du BDS, en fait, sont plutôt des actions qui correspondraient aux actions de consommateurs. Et le BDS serait un mouvement politique en faveur je dirais, d'un développement et de décisions de boycott à prendre par les États, qui seraient appliquées par les entreprises. Donc voilà. Et actuellement, là, il y a un petit peu un mélange entre les entreprises, les États et les mouvements partisans. Maintenant, si j'entends M. Chemla, qui est favorable, je dirais, à un règlement du conflit, parce qu'en fait, l'origine du conflit, c'est bien l'occupation des territoires, est-ce que la solution ne serait pas de vous associer en faveur, je veux dire, des négociations, enfin de la reprise de négociations qui vont dans l'intérêt et des Israéliens et des Palestiniens, qui sont, je dirais, voilà. Maintenant, la distinction entre les produits palestiniens, les produits israéliens et les produits des territoires occupés, juridiquement, c'est impossible. Voilà. Si vous vouliez passer votre micro derrière. Oui, je voudrais dire plusieurs choses. D'une part, que je suis complètement d'accord avec l'analyse de Taoufik et la position de la FPS concernant le produit des colonies. Il faut savoir que finalement, cette efficacité, pourquoi? Parce que boycotter le produit des colonies, ça boycotte exactement ce que l'on conteste, c'est-à-dire la colonisation. En ce sens que pédagogiquement, c'est extrêmement efficace. Donc de ce point de vue-là, je considère que c'est un choix tout à fait pertinent. Le deuxième problème, il faut aussi rappeler, mais ce serait un temps très long, et donc je ne le ferai pas, sur les origines de cette constitution de la FPS, de BDS plutôt. Et simplement, Taoufik dit à juste titre que maintenant la campagne BDS que nous menons vise essentiellement la politique coloniale, l'occupation, etc. Et ce n'était pas exactement le cas au départ concernant le territoire concerné par la campagne BDS initiale. Il faut savoir que dans la plateforme BDS initiale qui a été lancée en 2005, il était prévu comme premier point la conquête de tous les territoires arabes. Donc Israël était un petit peu oublié, si j'ose dire. Il a fallu qu'après il y ait une évolution que je considère positive, mais qu'au départ elle n'était pas prévue comme ça. Et que maintenant, c'est essentiellement autour des territoires de 67 que la campagne se mène, c'est-à-dire qui en fait, de fait, reconnaît l'existence de l'État d'Israël, mais qui demande l'État de Palestine. Et ça, le sens profond de la campagne que la FPS mène avec le collectif national et la plateforme des ONG. Ça, c'est à mon avis, c'est très important à bien préciser, parce qu'il y a eu effectivement une confusion. Certains, d'ailleurs, n'étaient pas pour cette position. Le deuxième point, et ça c'est une question, et j'ai donné ma réponse, est-ce que, en fait, puisqu'il faut une pression sur Israël, tout le monde le dit, il faut une pression pour qu'Israël recule. Est-ce que le bilan de BDS en France, est-ce que permet de dire qu'on a augmenté beaucoup en France la pression sur Israël, les objectifs. Ça c'est intéressant. Je crois que personnellement, je ne pense pas que c'est simplement ou essentiellement le boycott qui exerce la pression. Et j'insiste sur la troisième lettre, ou les deux autres lettres de BDS. Il y a des investissements et sanctions. Je pense que, la question des investissements est très forte sur la question. Et je pense que d'avoir lancé, avant même BDS, le procès sur Veolia et Alstom était une pression bien plus efficace sur le plan économique sur la capacité, disons, de pression d'Israël. Vous connaissez, bien sûr, je ne développe pas. Le deuxième point, et dernier, c'est le S. C'est la question de sanction. On revient à la sanction. Et je pense que la sanction, de loin la plus efficace, c'est la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, parce qu'elle met en cause
l'économie israélienne globale, et pas simplement les colonies d'ailleurs. Hein. Et je suis étonné qu'on ne la mette pas suffisamment là-dessus, parce que Israël dépend fondamentalement de l'économie de l'extérieur, et que mettre en cause son système commercial qu'elle a acquis de manière bénéfique à l'occasion de l'accord d'association Union européenne et Israël, qu'elle viole délibérément, puisque cet accord était fondé sur le respect des droits de l'homme. Je pense que ça a d'ailleurs été voté par le Parlement européen en 2002, et que je crois que là, si cette suspension de l'accord d'association... Moi, j'ai parlé avec le responsable à Bruxelles de celui qui gère chaque année la réunion Union européenne et Israël sur l'application de l'accord d'association. J'ai dit, monsieur, c'est un Autrichien, j'ai dit, monsieur, pourquoi vous ne suspendez pas l'accord d'association? Parce qu'il est clair qu'Israël viole cet accord d'association à tous les éléments, aussi bien sur le plan commercial que sur le plan juridique et droit de l'homme. Eh bien, il m'a dit, monsieur, c'est la bombe nucléaire. Ah, je dis, écoutez, monsieur, d'abord, elle est moins dangereuse que la bombe nucléaire israélienne, mais il n'a pas du tout apprécié ce genre de plaisanterie et macabre, mais il avait accepté le fait qu'Israël violait l'accord d'association. Mais il disait que c'était trop dur. Et je pense que c'est ça qu'il faut demander, et c'est ça la vraie pression qui est d'ailleurs permise par éventuellement la campagne BDS. Compte tenu du temps, là, je vous redonne la parole ici. Vous avez eu plusieurs remarques, et en particulier sur le... Bon, quelle est l'alternative? Je ne sais pas qui veut commencer, Antoine? Non, pas moi. J'ai une conception qui va mettre tout le monde contre moi, donc je n'en parle même pas. Moi, je suis pour un État binational, parce que de toute manière, c'est un croupion d'État qui va rester pour les Palestiniens. Ça va être un autre débat, je sens. J'allais le dire. Oui, si on entre là-dedans, je crois qu'on est parti pour quelques heures. Non. Il nous reste 12 minutes ou 15 minutes. Bon, madame, je crois que votre question est fondamentale. Si on s'oppose au BDS, c'est pas qu'on s'oppose à un État palestinien, comme vous l'avez compris, on aspire à ce qu'il n'y ait plus d'occupation. Que les choses soient bien comprises pour tout le monde. Alors, il y aura un jour un État palestinien, à mon sens, quand il y aura 51% de la population israélienne qui votera pour un gouvernement pour que cet État puisse exister. Et quand il y aura un gouvernement, c'est un problème politique. Quand il y a eu des majorités qui ont permis d'avoir, je prends ce qui s'est passé depuis 40 ans, des retraits d'Israël, il y a eu des gouvernements, que ce soit au Sinaï ou que ce soit à Gaza. Je ne viens pas justifier la façon dont ça s'est produit, mais je constate comment les choses se sont produites. C'est que chaque fois, il y a eu une volonté politique, un gouvernement qui a accepté et qui a signé. Avec l'Égypte, il y a eu un accord de paix, quelques semaines avant que Sadat ne vienne à Jérusalem. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être encore de l'histoire ancienne. Si on avait fait des sondages en Israël, c'était 3-4 ans après la guerre de Kippour, ou la guerre de 73, si on avait fait des sondages, vous aurez eu la majorité des populations qui auraient dit on garde le Sinaï, parce que comme le disait Dayan à l'époque, qui était ministre de la Défense, mieux vaut le Sinaï sans la paix que la paix sans le Sinaï. C'est ça le climat politique qui était majoritaire en Israël avant, dans les années 75, 76, 77. Sadat est venu, il a fait un discours à la Knesset. Vous pouvez le relire, je pense que c'est un morceau d'anthologie parce qu'il est assez puissant, c'est un grand homme d'État de mon point de vue. Et résultat, il y a un basculement, les opinions publiques ont changé et tout était possible. Ce qui était impossible avant, il y a des négociations qui ont duré 1 ou 2 ans, elles ont abouti à un accord de paix qui, malgré tout ce qui s'est passé depuis 30 ans, est maintenu. Ce que je veux vous expliquer à travers cet exemple-là, c'est qu'il faut arriver à donner confiance aux gens qu'il y a un partenaire avec lequel on peut négocier. De part et d'autre, quand on parle avec des Israéliens ou des Palestiniens, et j'ai beaucoup d'amis palestiniens aussi, quand j'y vais, je les rencontre, ils me disent, encore aujourd'hui, il y a des majorités des deux côtés qui veulent 2 États. Alors, quel État, c'est un autre débat, quelle frontière, c'est un autre débat. Mais sur le principe, en tout cas, ce qui était inimaginable, même parce que la droite israélienne n'avait pas cet objectif-là, ils étaient pour un État, mais un État qui contrôlerait. Maintenant, ce principe de 2 États fait même partie, théoriquement, puisque Netanyahou a fait un discours dans ce sens il y a quelques années. Il ne l'applique pas, ça c'est autre chose. Mais c'est une idée qui, en tout cas, majoritairement encore aujourd'hui, est partagée. Par contre, qui vous fait des sondages de part et d'autre, vous avez des deux côtés, on dira, il n'y a pas avec qui négocier, je n'ai pas confiance entre le partenaire en face, donc on continue dans cette situation de statu quo dont le gouvernement actuel profite, parce que c'est ce qu'il souhaite. Donc le problème que nous avons, c'est comment faire bouger cela, comment prouver à la population que le statu quo est suicidaire, comme quelqu'un l'a dit précédemment, suicidaire pour les deux peuples,
parce que plus le temps passe, plus la carte, vous la voyez, deviendra impossible et il ne sera plus possible de créer un État palestinien, parce qu'il sera de plus en plus compliqué d'expulser tous ces colons qui y sont installés. Ça deviendra de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, ceux qui travaillent sur ces questions, il y a beaucoup de gens en Israël qui travaillent sur ces questions, qui sont engagés dans les associations dont Taoufik parlait tout à l'heure, qui toutes d'ailleurs s'opposent au principe du BDS parce qu'elles pensent que c'est contre-productif par rapport à leurs objectifs. Yesh-Din, Shalom Arshav, je peux Dror Etkes qui est un copain, et d'autres, je peux vous les assurer. Voilà. Vous allez peut-être trouver quelques centaines d'intellectuels ou personnalités qui seront pour. Je ne dis pas le contraire. Mais je parle des organisations, des ONG qui militent depuis des années à contre-courant de l'opinion publique et qui sont attaquées par les lois qui sont, dont Taoufik a parlé, une loi qui est passée hier en seconde lecture à la Knesset, qui n'interdit pas le financement précisément, mais qui oblige chaque organisation de préciser la source de son financement. Sur toute publication, sur un rapport comme celui-ci, il faudra marquer financé par le gouvernement de Suède ou par l'Union européenne ou je ne sais trop quoi. C'est ça la loi qui n'a pas encore été votée, mais qui a été présentée en seconde lecture hier à la Knesset ou avant-hier. Donc ces ONG se battent à contre-courant contre un gouvernement de plus en plus droitier, et la cible nouvelle, parce que les ONG c'était une cible, j'expliquerai, mais on n'a pas le temps en 2 minutes pourquoi les ONG sont une cible. L'autre cible maintenant c'est l'armée, parce qu'il y a eu des déclarations d'officiers supérieurs qui ont mis en cause l'état d'esprit qui aujourd'hui prévaut dans certains milieux, en tout cas de la population, et pour des cas qui se sont passés, notamment l'assassinat du Palestinien à Hebron par un soldat, lequel soldat est inculpé et qui devrait passer à la cour martiale un jour ou l'autre. Enfin, la procédure est en cours. Ce que je veux dire par là, c'est que quand le chef d'état-major adjoint, Yair Golan, qui, le jour de Yom HaShoah, le jour de la Shoah, c'est un jour en Israël où non seulement on se rappelle cet événement, mais aussi on fait un bilan moral sur ce que notre société, comment est notre société, comment vivons-nous. Et quand ce chef d'état-major adjoint, devant une officine d'officiers, fait un discours comme celui qu'il a tenu, où il a dit il y a un climat aujourd'hui qui me fait penser au climat qu'il y avait en Europe dans les années 30, en Allemagne dans les années 30, vous ne vous rendez pas compte la bombe atomique que ça représente, peut-être plus grave que celle que Israël est supposé avoir. Je veux dire que c'est un électrochoc et que, je plaisante, d'autres déclarations ont été faites dans le même sens et notamment par l'ancien ministre de la Défense, il n'est plus du ministre de la Défense depuis quelques jours, qui en partant de son poste a fait un discours très fort aussi en ce sens. Alors on peut discuter sur les parcours politiques, les engagements de ces gens-là, mais ça montre quoi? Ça montre que cette société en Israël aujourd'hui, il y a un débat de plus en plus dur avec une droite qui pense avoir le vent en poupe parce qu'elle a gagné les élections et elle pense avoir gagné non pas seulement électoralement mais idéologiquement. Et puis il y a une résistance intérieure de la société israélienne qui existe. Les ONG qui ont des projets, notamment par rapport à ce qui va se passer l'année prochaine, puisque l'année prochaine, ça sera 2017, 50 ans d'occupation. Donc il y a plein de projets qui sont en train d'élaborer, c'est pas là le lieu d'expliquer les projets qui vont être mis en place. L'armée, pour les cadres notamment, qui prennent position. Il y a un débat interne. Notre objectif, et je termine là-dessus, madame, c'est comment faire bouger l'électorat moyen, celui et je pense que le BDS est contre-productif en ce sens-là. J'essaie d'expliquer pourquoi, parce que ça renforce le sentiment d'isolement, de rejet, et ça permet à la droite de travailler sur ce sentiment d'isolement et de rejet. Tandis que faire des démarches, hier, certains d'entre vous étaient là hier, à la LDH a organisé un débat identique à celui que nous menons ce soir, et l'un des intervenants de la salle a suggéré qu'il y ait une pétition, un texte, qui soit signé en soutien aux ONG. Quelque chose de positif, pas toujours négatif. Nous soutenons, par rapport aux lois dont tu parles, nous appelons à soutenir ces ONG qui se battent pour les droits de l'homme, contre l'occupation, pour 2 États, etc., etc. Parce que c'est l'intérêt des 2 peuples. C'est quelque chose de positif. Et ça a du poids. Il me semble que c'est une dynamique positive. Et on ne pourra pas dire, Netanyahu ne pourra pas dire, c'est contre nous. Non, parce qu'on soutient ceux qui sur place se battent pour une solution. C'est ça, c'est toujours ne pas perdre le contact avec la société israélienne qui, elle, se bat, qui veut une solution, et ne pas renforcer la droite par des actions qui sont, de mon point de vue, contre-productives. Merci. Antoine, vous voulez... Non. Bon, rapidement, si vous voulez, déjà, ce que nous vivons maintenant, ce n'est pas un statu quo.
ce n'est pas un statu quo, j'entends souvent utiliser ce mot. Non, il y a une évolution, mais une évolution qui est extrêmement négative. Il suffit de visiter les territoires palestiniens occupés, il suffit d'aller voir Gaza, etc. On va constater qu'il y a une évolution qui est dramatique et qui de toute façon, après, posera certainement la question de est-ce que c'est possible encore d'arriver à cette solution à 2 États. Et maintenant, de plus en plus de politiques israéliens, y compris ceux qui viennent du Likoud, qui commencent à s'inquiéter. Et ils ont dit, nous sommes allés un peu loin. Mais par contre, la résistance face à ça, c'est-à-dire, quand tu dis, David, oui, mais même Netanyahou, il a parlé de 2 États. Formellement. Non, il a parlé de 2 États, il a dit, je soutiens la solution de 2 États. Même s'il est revenu avant, lors de la campagne, les dernières, donc il a dit, avec moi, il n'y aura jamais d'État palestinien, autant que je suis au pouvoir, mais il avait parlé d'État palestinien bien avant. Mais la question, quel État palestinien, dans quelle frontière? C'est-à-dire, quand il y avait le début de négociation sous l'égide de John Kerry, le négociateur palestinien, il a posé la question à Tzipi Livni, qui représentait donc le négociateur israélien. Il lui a tendu une carte et lui a dit « Quelle frontière vous voulez pour l'État israélien ?» La réponse de Tzipi Livni « We will never tell you this. » On ne répondra jamais à cette question. Donc c'est ça la question. Mais quel État palestinien? Dans quelle frontière? C'est un État où il n'y a pas Jérusalem-Est, où il n'y a pas les frontières 67, où il n'y a pas Gaza, où il n'y a pas une continuité territoriale, je n'appelle pas ça un État. Moi non plus. De toute façon, c'est sur cette question. Donc, si vous voulez, c'est une question qui maintenant, elle commence à devenir problématique. Après, la situation se détériore. Mais il faut vraiment débloquer la situation. Les Palestiniens, quand ils ont mené la résistance armée, on leur a dit c'est du terrorisme, et d'ailleurs ils n'ont plus les moyens de la mener. Ils ont commencé à organiser des manifestations, résistance populaire et tout, etc. Non violente parfois. Non violente, résistance populaire non violente sur les villages qui, par exemple, longent le mur. Ça a été qualifié par Netanyahou de terrorisme populaire. Ça a été d'ailleurs souligné par Stéphane Hessel dans son livre Les Indiens. Il a dit il n'y a que les dirigeants israéliens qui sont capables d'inventer ce genre de... Puis après, c'est une résistance non violente qui est le boycott des investissements sanctions. Ah, ça c'est de l'antisémitisme, c'est la haine d'Israël, c'est ce qui veut dire. Que resterait-il alors pour les Palestiniens, justement, pour arriver à leur État? Surtout quand nous avons vraiment des hommes politiques, ici par exemple en France, ou qui mènent une politique étrangère maintenant sur cette question lamentable. Vous avez tous vu par exemple le voyage de Valls encadré par I24 TV, BFM TV, l'Express et Libération qui ont un point en commun. Je vais citer lequel. Oui. Ils appartiennent tous à Drahi. Qui organisait ce show qui était vraiment lamentable. Il est revenu sur un certain nombre de questions, où il est allé là-bas d'ailleurs pour essayer de sauver l'initiative française. Il est revenu bredouille, humilié, il a reçu une claque, où Netanyahou lui dit tout ce qu'on peut faire c'est des négociations directes. À l'Élysée si vous voulez, choisissez la chambre que vous voulez, et on appellera ça initiative française. Alors qu'il est allé pour soi-disant, aider son ministre des Affaires étrangères, plutôt il l'a désavoué, qui était parti une semaine auparavant avant lui, et il lui a reproché de ne pas être suffisamment l'ami d'Israël pour les convaincre. Donc nous voyons que de toute façon, au niveau de la communauté internationale, il y a un blocage. Et puis, des reniements successifs. Quand j'entends également la polémique sur le vote de l'UNESCO, où on dit que cette résolution nie les relations entre le peuple juif et... Ils n'ont pas lu, la résolution. La résolution ne dit absolument rien de tout ça. La résolution, c'est exactement la même qui a été votée plusieurs fois auparavant. Et c'est elle que maintenant, on l'a sortie un mois après justement le vote. C'était pour un objectif précis, c'était torpiller l'initiative française. Donc, si vous voulez, il y a un blocage au niveau de la communauté internationale.
on pousse les Palestiniens, ou on bloque les Palestiniens dans leur requête, par exemple, de rejoindre les instances onusiennes. C'était tout un scandale quand la Palestine elle a rejoint, par exemple, la Cour pénale internationale en signant le traité de Rome. Maintenant, on l'empêche d'aller, par exemple, sur l'Agence internationale de télécommunications. Les Palestiniens n'ont pas accès, par exemple, à la 3G. Ça vient juste de commencer. En Cisjordanie, pas à Gaza. Il y a un manque à gagner qui dépasse largement, par exemple, l'aide qui est fournie par l'ensemble de l'Union européenne aux Palestiniens. Donc, si on boucle tout, si on ferme tout, et on dit à la communauté internationale ou à la société civile, au niveau des pays occidentaux, ne bougez pas, qu'est-ce qui va rester aux Palestiniens justement pour arriver à leur... Donc c'est pour ça que nous comptons bien développer cette question, et j'espère que David, tu changeras d'avis et tu nous rejoindras. Antoine Comte, vous voulez dire quelque chose? Non? Non, c'est bon. Bien. Vous voulez dire quelque chose? Sur l'initiative française, si tu permets. Oui, bien sûr, mais il faut qu'on s'arrête à un moment donné. Oui, si vous voulez pas, j'arrête. Il y a une personne. Non, on arrête le débat dans la salle. Un dernier mot, si vous voulez, mais vraiment un dernier mot. D'accord. Parce que peut-être que nous sommes partis, bien entendu. Oui, on peut continuer la vie, c'est bien. Oui, donc un dernier mot et on va clore notre débat. Deux points. Un qui me choque venant de toi, quand tu dis BFM, I24, etc. Moi, je pars du principe que la presse en France est libre et que les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Monopole. Moi, je suis un avocat de presse, je suis contre le monopole de la presse. Ça, c'est autre chose. Par une puissance En France, financière. il y a un débat là-dessus. Je suis en train de noter les débats qu'on va organiser. Okay. Bolloré et Drahi, voilà. Bon, même combat. ok. Deuxième point. Même problème. L'UNESCO, c'est pas tout à fait la même motion, mais parce que par omission, il manque beaucoup de choses. Enfin bon, on n'a pas le temps parce que je veux plutôt revenir sur l'essentiel, sur l'initiative française. La France, en Europe, est le seul pays à avoir une diplomatie. Monsieur est là, je peux profiter de votre présence parce que je pourrais peut-être compléter mon propos. Qui a une ambition. J'ai jamais entendu parler de diplomatie britannique ou allemande ou autre, et l'Union européenne, elle est au point où nous en sommes. La France a une ambition. Depuis des années, elle travaille sur cette initiative. On connaît les blocages, on connaît les raisons des blocages. Et je pense, pour avoir été, je pense que tu as été aussi reçu au Quai d'Orsay à plusieurs reprises, que les dossiers sont préparés et qu'il y a une dynamique et un projet. On sait qu'aujourd'hui, que Netanyahou, évidemment, il ne va pas accepter. Mais comme on le sait, tout ça, c'est une question de rapport de force et de qui est d'un côté et qui est de l'autre. Le fait que Kerry a accepté de participer à la réunion qui aura lieu le je sais plus, 3 juin, hein, est un signe important. On sait, tout le monde parie sur est-ce que Obama, dans les 2 mois qui sont entre l'élection et son départ, est-ce qu'il fera quelque chose comme Clinton avait tenté, etc. Là-dessus, chacun a son avis. Bon, je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent laisser espérer que cette initiative n'est pas perdue d'avance, comme tu as l'air de le croire. En tout cas, elle est préparée, et en tout cas en Israël, elle est attendue par tous ceux qui se battent pour une solution. Alors, ne condamnons pas à l'avance un projet sur lequel les gens sérieux travaillent depuis longtemps. Et j'arrête là parce que... Oui, non, mais on va arrêter. Alors, attendez. Juste une phrase. Non, très vite. Je dis quand même, je ne condamne pas cette initiative et je lui souhaite plein succès. Le problème, c'est que tu n'as pas encore vu les dernières informations. C'est que John Kerry l'a convaincu les Égyptiens pour organiser un sommet entre les Palestiniens et les Israéliens pour pas torpiller les Israéliens. Bien, mesdames, messieurs, alors je ne veux pas faire de conclusion parce que tout le monde est déjà parti. Merci de cette attention et merci de nous avoir. Voilà.